Je réalisais, à l'instant même où je tombais dans la crevasse, que le livre ne serait pas détruit comme je l'avais prévu. Il continue de tomber dans cette étendue étoilée, dont je n'ai vu qu'une image fugace. J'ai tenté d'imaginer où il avait pu atterrir. Je dois cependant avouer que de telles interrogations sont vaines. Toujours est-il que je ne cesse de me demander dans quelle main mon livre Myst finira un jour par tomber. Je sais que mes craintes ne seront peut-être jamais apaisées. C'est pourquoi je ferme, réalisant que la fin n'a peut-être pas encore été écrite. Chola l'ami, et bienvenue dans cette rétrospective consacrée à la série Myst. Une vidéo qui, pour une fois, n'est pas un simple remontage d'une lamentable vidéo faite il y a 10 ans, mais une lamentable vidéo complètement refaite à neuf. Ce qui me permettra de constater que je n'ai pas progressé en montage depuis le lycée, ce qui m'emplit déjà de joie. Je l'ai déjà dit ici, je n'aime ni spécialement les jeux vidéo, ni spécialement faire des vidéos. Eh bien ça n'a pas changé. Les jeux auxquels j'ai joué ces 10 dernières années se comptent sur les doigts d'une main, et d'ailleurs les voici, et il me faut accumuler une quantité colossale d'ennuis pour me mettre à faire une vidéo. Du coup, pourquoi faire une vidéo sur les jeux vidéo si je n'aime pas ça? Bon, déjà j'écris ces lignes en 2020, au moment où le pays entier est confiné pour une histoire de pain de mie ou d'un truc du genre, alors on va pas se mentir, l'ennui est là. Et ensuite, le sujet de cette vidéo me tient un peu à cœur. Myst est mon univers de fiction favori. Pour beaucoup, c'est celui du Seigneur des Anneaux ou de Harry Potter, pour d'autres moins nombreux, c'est celui de Louis la Brocante, et pour d'autres encore moins nombreux, comme moi, c'est celui de Myst. C'est la série que j'explore avec le plus de plaisir et qui excite le plus mon imagination. Et donc je fais cette vidéo en me disant que si sur les quelques centaines de personnes, soyons fous, qui la regarderont, 2 ou 3 s'y intéresseront de plus près et y prendront autant de plaisir que moi, ce sera bien. Et vu que je suis loin d'être un expert, merci de signaler les erreurs que je pourrais commettre dans cette vidéo. Petit avertissement avant de commencer, je vais autant essayer de parler du développement de la série que de l'univers qu'elle présente. Considérant qu'il y a quand même peu de chances que vous la découvriez par hasard en 2020, je vais presque dévoiler intégralement le scénario des jeux et les retournements de situation. Vous voilà prévenu, mais je ne suis pas dupe. Si vous êtes ici, c'est très certainement que vous connaissez déjà cette franchise, et si vraiment vous la découvrez par cette vidéo, ne vous inquiétez pas, l'univers de Myst est très vaste, et nous ne ferons ici que l'effleurer. Bon, mettons vite fin à cette introduction avant qu'elle ne s'éternise, et commençons doucement pour les quelques personnes qui sont vraiment arrivées là par hasard. Myst, qu'est-ce que c'est? C'est une série de jeux vidéo composée de 5 titres sortis entre 1993 et 2005, et d'une série dérivée au développement chaotique qui porte le nom d'Uru. À cela s'ajoute une série de romans et 2-3 petites choses dont nous ne parlerons pas, comme ce jeu de plateau qui n'a pas l'air foufou. Il s'agit de jeux d'aventure à la première personne en pointer et cliquer, en bon français, dans lequel le joueur doit explorer des mondes étranges et oniriques appelés âges. Des mondes remplis de mécanismes énigmatiques, d'architectures bizarres et de lieux mystérieux où absolument tout grince. Ce sont des jeux sans ennemis ni danger immédiat, centrés sur l'exploration et l'immersion. En général, aucun indice n'est donné au joueur et il devra déambuler dans ces paysages surnaturels pour découvrir son but. Un autre élément central des jeux sont les journaux écrits par les différents personnages de l'histoire et qui laissent entrevoir discrètement la mythologie et l'univers complexe développé par les créateurs. En effet, Myst est un jeu où on lit. Où on lit même beaucoup. L'ensemble des textes des jeux représente environ 150 pages à 4. Oui, je le sais parce que je les ai imprimés pour les relire tranquille au lit. Non, je suis pas fou. Et c'est édité chez Plomb. Cette série est caractéristique d'une façon de jouer qui s'est un peu perdue. Ce sont des jeux assez difficiles et surtout contemplatifs. On peut y jouer et tourner en rond pendant des heures sans avancer d'un pouce, ce qui ne dérangeait même pas la plupart des joueurs qui, comme moi, étaient avant tout là pour l'ambiance et l'histoire. Plusieurs fois, ça m'est arrivé d'être bloqué au même endroit pendant des jours et des jours avant d'avoir un éclair de lucidité où je comprends enfin que tel machin va avec tel truc pour faire fonctionner tel bidouillou. Attention, le mot bidouillou n'existe pas vraiment. Ce sont des jeux auxquels on joue avec un carnet sous la main pour prendre en note les indices que l'on rencontre un peu partout. Mais nous allons voir tout ça plus en détail. Allez, cette fois, c'est parti pour de bon.
Le premier jeu de la série, logiquement appelé simplement Myst, sort le 24 septembre 1993, le jour de la restauration de la monarchie cambodgienne, mais je ne pense pas que ce soit deux événements liés. Mais n'allons pas trop vite et remontons un peu plus en arrière pour voir comment le jeu a été développé. Myst est l'œuvre de deux frères, Rand et Robin Miller. Ensemble, ils créent en 1987 le studio Cyan. Enfin, parler de studio est un grand mot à l'époque, car histoire de coller au cliché de la réussite à l'américaine, ils travaillent alors dans le garage familial à Spokane, dans l'état du Washington. Au moment de se lancer dans l'élaboration de Myst, ils avaient alors 35 et 28 ans et déjà produit 3 jeux, déjà en point and click mais à destination des enfants. The Manual en 1988, Cosmic Cosmo en 1989 et Spelunks en 1991. 3 jeux auxquels je n'ai pas joué, mais qui ont apparemment eu leur petit succès à l'époque et qui semblent contenir plusieurs choses que l'on retrouvera ensuite dans la série Myst, comme des livres pour changer de niveau, des énigmes, des tunnels, des laboratoires, etc. etc. Ils aimeraient bien faire un jeu à destination des adultes, mais n'arrivent pas à convaincre Activision, leur éditeur, que leur projet The Grey Summons est super prometteur. Mais gros coup de chance pour eux, quelques temps plus tard, l'éditeur japonais Sunsoft les contacte justement pour leur demander de réaliser un jeu à destination des adultes. Il commence alors à concevoir un scénario très complet et tout un univers qui va avec que le jeu en lui-même ne laisse pas soupçonner. Parmi les inspirations évidentes et revendiquées, on retrouve Tolkien, C.S. Lewis et surtout Jules Verne dont l'île mystérieuse a donné son nom et son ambiance à Myst. Leurs références sont en effet plutôt littéraires car les deux frères jouaient eux-mêmes assez peu aux jeux vidéo. Le développement de Myst est bien plus long que celui des 3 jeux précédents de Cyan. Rand et Robin passant plusieurs mois uniquement sur la conception des énigmes et la géographie des différents âges, avant de se lancer réellement dans la production du jeu, avec une petite équipe de 4 personnes, puis de 5, puis de 6, puis de 7, dont faisait aussi partie Ryan Miller, le 3e frère Miller, ce qui me pousse à penser que leurs parents aimaient beaucoup la lettre R. En ce qui concerne le budget, Sunsoft leur confie initialement 265 000 $, mais le jeu en coûtera finalement le double. Myst est donc un jeu à la première personne en point and click, ce qui veut dire qu'il est constitué d'écrans fixes. C'est ainsi plus de 2500 écrans précalculés en 3 dimensions qui sont créés par l'équipe de développement, auxquels s'ajoutent de petites séquences filmées où, question de budget, ce sont les frères Miller eux-mêmes qui interprètent tous les personnages, même s'ils avaient un temps envisagé de faire jouer leur père dans le rôle d'Atrus. Par ailleurs, s'ils s'occupent ensemble du scénario et de la réalisation, Robin travaille plus l'aspect technique et sonore et Rand l'aspect artistique. Concernant l'aspect sonore d'ailleurs, le jeu ne devait pas contenir à l'origine de musique, mais seulement des bruits ambiants pour renforcer l'immersion du joueur. Finalement, Robin composera quelques morceaux, mais qui resteront très discrets et ne se déclencheront qu'à certains moments. Le développement dure pendant plus de 2 ans et le jeu sort donc finalement en septembre 1993 sur Macintosh, car oui, on parle d'une époque où pas mal de jeux sortaient uniquement sur Mac. Myst est un succès total, instantané et surtout complètement inattendu, un véritable phénomène. Non seulement il ne ressemble à rien de connu, mais c'est une véritable révolution dans le monde vidéoludique, car on n'avait alors jamais rien vu d'aussi beau sur un ordinateur. Les graphismes photoréalistes ont coupé le souffle de tous les joueurs de l'époque, mais là nous allons avoir un petit problème. Disons, pour faire court, que les standards de 1993 ne sont pas les mêmes que ceux de 2020, et que le jeu a un poil vieilli. Voilà, ça c'est le premier écran de Myst qui a subjugué des centaines de milliers de personnes en 1993. Ça, à l'époque, c'est ce qu'on pouvait voir de plus beau sur un ordinateur. Et je n'exagère pas, les critiques étaient unanimes. Non seulement elles parlaient littéralement du plus beau jeu du monde, mais avec Myst, les journalistes commencent sérieusement à envisager le jeu vidéo comme une nouvelle forme d'art. Avec ça. Encore une fois, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Les jeux qui sortaient ressemblaient alors à ça, à ça, à ça ou à ça. Je ne vais pas me lancer dans un inventaire dithyrambique et inintéressant des louanges reçues par le jeu, mais tout le monde ou presque crie au génie. On acclame les graphismes, l'histoire pour peu que les critiques s'y intéressent, le potentiel d'immersion, l'ambiance sonore travaillée, etc. Et le public suit, le jeu est un gigantesque succès. Alors qu'au début des années 90, on considérait que vendre quelques dizaines de milliers d'exemplaires d'un jeu était une réussite commerciale, c'est 200 000 copies de Myst qui s'écoulent au bout de 6 mois. Et ce n'est pas une mode passagère, le jeu reste en tête des ventes pendant 1 an et demi, et au final, grâce à de nombreuses rééditions, c'est 6 millions d'exemplaires qui trouvent preneur. Myst séduit tout le monde, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux. Aujourd'hui on ne parle plus du tout de cette série, mais Myst a été pendant longtemps le jeu sur ordinateur le plus vendu au monde. Il faut attendre les Sims en 2002 pour qu'il soit détrôné.
Ce qui veut dire que Myst, le jeu que presque tout le monde a oublié aujourd'hui, est le jeu le plus vendu du XXe siècle. Ça peut paraître étonnant, mais de très nombreuses personnes qui ne possédaient pas d'équipement ont acheté un ordinateur spécialement pour jouer à Myst. Beaucoup de gens ont découvert l'informatique par ce jeu. Bon, mentionnons quand même que la même année sont sortis The Seventh Guest et Doom qui ont également participé à ce petit boom. Les seuls à ne pas être pris dans cette euphorie sont les joueurs purs et durs qui, sans doute par contradiction, dénigrent ce qu'ils ne considèrent pas comme un vrai jeu. D'ailleurs, je parle de jeu, mais à l'époque on hésite à coller sur Myst cette étiquette, et on parle plus d'aventure interactive ou d'expérience visuelle. Enfin bref, le succès est immense et je suis toujours un peu étonné de constater que cette franchise ne soit pas plus présente aujourd'hui dans la culture populaire. Bien sûr, on retrouve quelques clins d'œil à droite ou à gauche, comme dans cet épisode des Simpsons où l'on voit la bibliothèque d'Atrus, dans Basketball ou dans cet étrange pavé qu'est la Maison des Feuilles, mais pas grand chose de plus. Bien sûr, la série a en revanche eu un impact considérable sur l'industrie du jeu vidéo de l'époque, et elle est même à l'origine de son propre sous-genre du jeu d'aventure, le Myst-like, un type de jeu d'aventure à la première personne qui reprend ses mécaniques de jeu et son ambiance étrange et mystérieuse. On peut par exemple citer Schism en 2001, The Crystal Key l'année précédente, Rem en 2002, Quern en 2016, l'Amerzone de Benoît Sokal ou les jeux chelous de Michael Field. Les studios n'ont d'ailleurs pas attendu longtemps pour imiter Myst, et avant même la sortie de sa suite, le marché est saturé par des jeux comme Timelapse, Lighthouse, Frankenstein ou Amber. Certains ont même accusé cette profusion de clones de Myst d'être à l'origine du désintéressement du public pour les jeux d'aventure. Mais concentrons-nous sur Myst. Le jeu commence par une très courte cinématique avec quelques phrases cryptiques et un livre qui chute au milieu des étoiles. Première action du joueur est d'ouvrir ce livre pour découvrir l'image animée du Nil. Lorsqu'il y clique dessus, il s'y retrouve téléporté comme par magie. À partir de ce point, il n'a aucune indication et devra explorer l'île pour trouver un moyen de rentrer chez lui. Le jeu vous met d'ailleurs vite dans l'ambiance car le premier levier que vous croiserez ne fait absolument rien. Je ne vais pas révéler tout de suite le scénario du jeu, mais pour tracer les grandes lignes, le joueur va devoir choisir entre aider deux personnages prisonniers en leur amenant des pages de livres. Ces pages se trouvent dans d'autres mondes, les fameux âges, et le joueur aura donc 4 autres niveaux à explorer en plus de l'île principale de Myst. Le jeu est non linéaire, mais toutes les quêtes se déroulent à peu près de la même façon. Il faut trouver un moyen de se rendre dans un autre âge, puis une fois qu'on y est, trouver les deux pages, et résoudre des énigmes pour retourner sur l'île de Myst. Le jeu comporte plusieurs fins selon les choix et les actions des joueurs. Le pari des frères Miller était de faire le jeu le plus immersif possible. Pour cela, ils ont réduit au minimum l'interface de jeu, on ne voit que le curseur à l'écran, il n'y a presque aucune musique et les écrans de chargement sont camouflés en transition. On ne sait rien non plus du personnage incarné par le joueur, pas même s'il est humain, et si vous êtes bloqué, on ne va pas vous aider. À cause de cela, Myst a rapidement acquis une renommée de jeu impossible à finir, où on tourne en rond sans savoir quoi faire. Et il y a eu quantité de blagues du genre « Ce ne sont pas les jeux de guerre qui rendent violents, voyons, c'est Myst !» Personnellement, ce n'est que mon avis et je ne dis pas ça pour me vanter, je trouve le jeu facile. Je n'ai pas souvenir d'avoir été bloqué sur une énigme plus d'un gros quart d'heure et il peut raisonnablement se terminer en quelques heures. Les pages perdues se retrouvent très facilement, des fois elles sont même juste posées par terre à la zob comme ça, et les énigmes les plus difficiles sont celles qui libèrent les livres de liaison pour entrer sur Myst. Mais je ne l'ai découvert que dans les années 2000 et j'avais l'habitude de ce genre de jeu. Je comprends totalement qu'à l'époque il ait pu prendre les joueurs de court. Et c'est très certainement ce qu'il a fait car l'éditeur du guide stratégique du jeu revendique près d'1 million d'exemplaires vendus. Vous devez vous en douter si je fais cette vidéo, c'est que j'apprécie ce jeu. Néanmoins, je n'ai pas l'attachement nostalgique que peuvent avoir certains joueurs de l'époque, et ce premier opus est l'un des épisodes de la série que j'aime le moins. L'univers et les âges manquent encore un peu de cohérence, et je trouve un peu dommage que le jeu ne rende pas justice au riche scénario que les Miller avaient déjà en tête à ce moment-là. Bon, je dis ça histoire de dire quelques points négatifs, parce que dans l'ensemble, le jeu est très sympa. Mais il n'est pas parfait non plus. Tenez, par exemple, la seule fois où j'étais bloqué, c'était dans l'âge de Stone Ship. J'avais résolu toutes les énigmes, remis la lumière dans la dernière salle, tout ça, mais impossible de trouver le livre pour rentrer sur Myst. C'est parce qu'il fallait cliquer sur cette table, sans aucune raison, pour que le livre apparaisse comme par magie. Voilà, ça c'est un peu nul. Dans les choses assez incompréhensibles, il y a le fait aussi que l'on ne peut pas transporter 2 feuilles de papier en même temps, ce qui vous oblige à faire de nombreux allers-retours un peu pénibles, surtout dans l'âge sélénique où l'énigme de fin est particulièrement longue. Peut-être que vous en êtes rendu compte, les images que vous êtes en train de voir ne sont pas celles du jeu original.
Celui-ci fonctionne avec un programme qui n'équipe plus les ordinateurs actuels et, à moins de posséder une antiquité informatique, vous ne pourrez pas jouer au jeu original. D'ailleurs, j'en profite pour le signaler maintenant, n'achetez pas les jeux en version physique, car que ce soit les éditions à bas prix ou les grosses boîtes, ces versions ne fonctionnent pas avec la plupart des ordinateurs récents. Heureusement, il y a eu de nombreux portages, de moins en moins bien accueillis par le public au fil des années, et plusieurs remakes. Allons-y vite fait pour les portages. Le jeu sort rapidement sur PC, puis sur Saturn, sur 3DO, sur Jaguar, sur PlayStation, sur CDI, sur Amiga, sur DS, sur iPhone, sur PSP, sur 3DS et sur PlayStation 3. Ensuite, il y a eu des remakes. Le premier est Myst Masterpiece Edition, ou en français Myst l'Apogée. Ce sont des images de cette version sortie en 2000 que vous êtes en train de voir. Elle bénéficie de graphismes améliorés avec plus de couleurs et une ligne de pixels supplémentaire. Ne me demandez pas pourquoi. Juste après sort uniquement en anglais Real Myst, une version en 3 dimensions du jeu original avec quelques ajouts pour coller aux jeux et romans sortis entre temps, un système jour-nuit et surtout un nouvel âge à découvrir après avoir fini l'histoire. Il ne sert pas à grand chose mais ça fait toujours plaisir, et surtout il rend la fin un peu plus satisfaisante. Parce que dans le jeu original, même la meilleure des fins était un peu amère, vous ne pouviez pas rentrer chez vous et votre seule récompense était de pouvoir vous balader dans les âges que vous connaissiez déjà. À l'époque, je trouvais le jeu laid et sans grand intérêt, mais maintenant je trouve que ça va, il a pas si mal vieilli que ça. Et enfin, en 2014, sort Real Myst Masterpiece Edition, une version améliorée de Real Myst qui est certainement la version la plus agréable à explorer pour les nouveaux joueurs, même si les graphismes auraient pu être un peu meilleurs. Là, par exemple, cette ombre, c'est littéralement une ligne de gros pixels. On a aussi un peu parfois l'impression de manœuvrer un semi-remorque, et sur le cycle jour-nuit, je suis partagé. Car oui, des fois ça fait de très jolis éclairages, comme dans l'âge de la passerelle de bois, mais la nuit on ne voit vraiment pas grand chose, et on se retrouve avec un genre de lampe de poche qui pour moi ne colle pas du tout à l'univers du jeu. Voilà, là par exemple, on ne voit rien. Et là, on n'entend rien. Parle plus fort, Atrus. Juste pour terminer, je vous signale qu'une parodie de Myst intitulée Piste est sortie en 1996 et proposait de revisiter l'île après le passage de 4 millions de joueurs. Un jeu dans lequel joue John Goodman parce que c'était la mode à l'époque de mettre des acteurs connus dans les jeux. Et dans la série des petites choses marrantes, le 1er avril 2000, Cyan publiait un communiqué de presse annonçant la sortie de Myst Mayhem, une version jeu de guerre de Myst avec gerbe de sang et démembrement compris. Il y a aussi dans Myst et dans les jeux suivants beaucoup d'easter eggs sur lesquels je ne vais pas m'attarder. Ainsi dans la dernière version, on peut trouver ce graffiti des Mythbusters au sommet du bateau car ils ont participé de loin au 2e opus de la série. On peut aussi trouver une disquette derrière l'horloge qui rend le jeu monochrome et d'autres plus obscurs découverts par des chasseurs acharnés grâce à des messages énigmatiques de Cyan. Par exemple, en entrant des combinaisons précises de cristaux dans cette machine, on peut découvrir des photos des développeurs. Certains ont mis des photos de leur bureau, d'autres des photos de leur chat. Et le grand mystère que j'aimerais résoudre, c'est pourquoi l'un d'entre eux a mis cette photo d'angle de toiture, mais je pense que je n'aurai jamais la réponse. Je vais vous raconter mon histoire. Qui je suis importe peu. Ce qui importe, c'est qu'un jour j'ai trouvé ce livre, un livre lourd et usé, avec un unique mot sur sa couverture cornée. Myst. Je ne peux pas dire ce qu'il y avait écrit à l'intérieur car je ne suis pas allé plus loin que la première page. Aussi incroyable que cela peut paraître, sur cette première page se trouvait un dessin qui semblait animé de sa propre volonté. Il bougeait. Sous mes yeux ébahis, il me montrait la mer, puis se mit à survoler une île comme un oiseau pour s'immobiliser sur une sorte de quai. Je crus un instant avoir rêvé, mais lorsque je voulus poser la main sur la page pour m'assurer d'avoir été victime d'une illusion, un courant électrique parcourut mon bras. Je me sentais littéralement aspiré par le livre, et soudain, tout autour de moi disparut. Lorsque je retrouvai mes esprits, j'étais dans le dessin, sur le quai. Il me fallut du temps pour me convaincre que tout ça était réel, mais j'entendais les vagues, je sentais la chaleur du soleil et les embruns. Mon premier réflexe a été de regarder si j'avais encore avec moi le livre, mais il avait disparu. Je n'avais plus qu'une chose à faire. Explorer cette île et espérer trouver un moyen de rentrer chez moi. Faire le tour de l'île ne fut pas long et je devais me rendre à l'évidence. Je n'étais pas juste perdu, j'étais seul. Il y avait des bâtiments mais aucune trace d'occupation récente et depuis les rivages nulle autre terre ne pouvait être vue. Cet endroit est absurde. Il y a partout des mécanismes étranges et des machines dont je ne comprends pas l'utilité.
Il y a d'immenses rouages qui sortent d'une montagne. Une épave de bateau, une tour avec une horloge, une centrale électrique souterraine, un parc avec des colonnades, une sorte de planétarium et une espèce de vaisseau dans lequel je ne parviens pas à rentrer. Le lieu central est une bibliothèque, où malheureusement la majorité des livres sont brûlés et illisibles. À proximité de sa bibliothèque, je trouvais une note par terre écrite par un certain Atrus à sa femme Catherine. Il lui demandait d'aller consulter un message dans une antichambre cachée vers le quai. Je parviens à la trouver et en entrant le bon code dans une console de commande, le visage de l'auteur de la note apparaît. Cet Atrus dit que quelque chose de terrible est arrivé, que l'un de ses 2 enfants, Cyrus ou Akenar, a détruit ses livres et qu'il a mis à l'abri ceux encore en bon état. Je ne comprends pas toutes ces paroles, mais j'ai l'impression d'avoir atterri dans une sombre histoire de famille. Lorsque la nuit tomba, je décidai de me réfugier dans la bibliothèque et d'étudier plus en détail les livres encore intacts qui s'y trouvaient. Que pouvais-je faire d'autre de toute façon ? Les ouvrages qui avaient échappé aux flammes étaient des journaux écrits par Atrus. Il y raconte en détail ses voyages dans des mondes étranges qu'il appelle âge et les rencontres qu'il y fit. Ces endroits sont tout aussi bizarres que l'île où je me trouve et qui, je le comprends maintenant, s'appelle Myst. Un des livres décrit une forêt qui émerge d'un océan aux couleurs changeantes. Un autre parle d'un bateau en pierre. Le suivant d'une cité détruite par des pirates. Le 4e d'un monde ravagé par une chute de météores. Et le dernier d'un monde glacial nommé Rim, qui possède des cristaux aux pouvoirs spéciaux. D'autres noms sont également évoqués furtivement. Everdune, Aspermer, Mare, Riven. Atrus parle également d'un arbre des possibles, d'une cité majestueuse en ruine nommée Danae, et d'un art dont je ne parviens pas à comprendre la nature. Cette lecture m'apporta plus de questions que de réponses, mais je n'avais encore rien vu. 2 autres livres se trouvaient dans la bibliothèque, un bleu et un rouge. En ouvrant le premier, je vis la même sorte de fenêtre que dans le livre de Myst. Je crus un instant pouvoir l'utiliser pour quitter cet endroit, mais quelque chose était différent. L'image ne montrait qu'un faible grésillement. En ajoutant une page qui se trouvait à côté du livre, elle devient plus claire et je faillis lâcher l'ouvrage de terreur. Un homme se trouvait dans l'image. Prisonnier dans l'image. Il dit s'appeler Cyrus et me demande de trouver les autres pages rouges manquantes pour le libérer de ce livre. C'est tout ce que je compris avant que l'image ne se brouille de nouveau. J'allai voir l'autre livre et fis de même. Un autre visage apparut, celui d'Akenar, qui me supplie de lui apporter les pages bleues pour le libérer. Contrairement à son frère, il semble avoir perdu la raison. De toute façon, je ne sais pas de quelle page il parle. J'essaie de me reposer, mais ne parviens pas à fermer l'œil de la nuit. Le lendemain, je progresse enfin. J'ai trouvé un passage secret dans la bibliothèque qui me permet d'accéder à la tour au sommet de l'île, ainsi qu'un panneau de contrôle pour modifier son orientation. En la faisant pivoter, le mécanisme dévoile une plaque avec des dates et des heures. Immédiatement, je comprends et me précipite au planétarium pour entrer ces chiffres. La machine me donne 3 constellations que j'avais vues la veille dans le journal de l'âge du bateau-pierre et qui correspondent aux symboles sur les colonnades du parc. Je vais les actionner et, par je ne sais quel moyen, cette action ressuscite le bateau coulé près du quai, qui émerge des flots. Je monte à bord et trouve un autre de ces livres étranges qui font changer de lieu, et qu'Atrus appelle dans ses journaux des livres de liaison. L'image ne me montre malheureusement pas mon monde, mais j'y reconnais ce fameux âge du bateau-pierre dont j'avais lu la description. Je n'ai rien à perdre alors. Je pose la main sur la page, et de nouveau je suis aspiré. Cet âge, puisque apparemment c'est ainsi qu'il faut appeler ces mondes, est un îlot constitué de récifs acérés sur lesquels tombe une pluie sans fin. Encore une fois, cet endroit est largement aménagé, mais nulle trace des habitants. Il y a un phare, un bateau encastré dans le roc, et de nombreuses galeries inondées que j'arrive à vider grâce à un ingénieux système de pompe. Au plus profond des tunnels humides, je trouve 2 chambres, que je devine être celles des 2 frères. Et j'en apprends déjà beaucoup sur leurs caractères respectifs. Cyrus semble apprécier l'ordre et la richesse, alors que les goûts d'Akenar semblent bien plus morbides. Après avoir rétabli l'alimentation électrique, je fouille de fond en comble cet endroit et finis par trouver 2 pages. Une rouge et une bleue. Je les ramène sur Myst en utilisant un nouveau livre de liaison. De retour dans la bibliothèque, j'ajoute au livre rouge la page trouvée sur le bateau-pierre. Je peux de nouveau entendre Cyrus, cette fois-ci plus longuement. Il me dit que son frère est fou et que je ne dois pas lui ramener de pages bleues. Mais je ne tiens pas compte de cet avertissement. Et j'ajoute aussi l'autre page au livre d'Akenar, qui à son tour accuse son frère d'être un menteur et un assassin. Aucun des 2 ne m'inspire confiance, mais ma seule échappatoire pour quitter cette île est de continuer à trouver les pages manquantes. Je retourne donc explorer la tour et j'obtiens de nouveaux indices. En la pointant vers l'horloge, j'obtiens les codes qui me permettent d'entrer dans le bâtiment et de résoudre le mécanisme qui s'y trouve. Cela ouvre les rouages près du quai où se trouve le livre pour l'âge mécanique. En pointant la tour vers la cabane, je trouve le code qui me permet d'ouvrir le coffre-fort qui lui-même donne accès à une chambre souterraine contenant le livre vers l'âge de la passerelle de bois. Et enfin, en pointant la tour vers le vaisseau, je découvre le voltage approprié pour l'alimenter, et ma lecture des journaux me permet de passer, presque sans encombre, l'énigme musicale qui libère le livre vers l'âge sélénique. Il y a quelques heures encore, je ne savais quoi faire, et maintenant j'ai l'embarras du choix. Allez,
je commence par l'âge mécanique. D'après ce que j'ai lu dans les journaux d'Atrus, la forteresse métallique qui s'élève devant moi est tout ce qu'il reste d'une ancienne cité prospère, après qu'elle ait été détruite par les pirates des bateaux noirs. Encore une fois, Cyrus et Akénar semblent avoir occupé longuement les lieux. Cyrus s'est créé une chambre royale, alors qu'Akénar s'est aménagé une répugnante salle de torture. Les deux frères se sont également construits des chambres secrètes dans lesquelles j'ai trouvé les pages manquantes. Au centre du bâtiment se trouve un imposant mécanisme qui permet de faire tourner la forteresse tout entière. Et cela permet d'accéder à d'autres petits îlots où je trouve les fragments de code qui me permettent de mettre la main sur le livre de liaison pour Myst. Cette tâche me fait froid dans le dos. Je ne souhaite pas y passer une minute de plus. Je rentre sur Myst. Je choisis comme prochaine destination l'âge de la passerelle de bois, et je m'y attendais, je n'y trouve aucune trace de la tribu d'autochtones qu'avait rencontrée Atrus. Cet âge n'est qu'une petite forêt d'arbres gigantesques qui émerge d'une mer qui semble infinie. Un labyrinthe de passerelles de bois à hauteur d'eau permet d'évoluer entre les troncs. En remettant en marche un circuit hydraulique, je parviens à réactiver un système d'ascenseur qui me donne accès à des passerelles et des cabanes plus en hauteur. Personne ne semble avoir vécu ici depuis plusieurs années. Les cabanes sont presque toutes détruites et il manque des planches aux passerelles qui laissent entrevoir, plusieurs dizaines de mètres plus bas, la mer. Je progresse avec précaution en essayant de baisser le moins possible les yeux. Tout craque, et une chute de cette hauteur serait mortelle. Je continue pourtant et monte même encore plus haut grâce à d'autres ascenseurs. Dans la canopée, je trouve les quartiers des deux frères et les pages manquantes. Je découvre également un message de Cyrus dans lequel il semble manigancer contre son père. Décidément, aucun des deux ne semble digne de confiance. Étrangement, je trouve cet âge reposant. Et après les galeries glauques du bateau-pierre et les horreurs de l'âge mécanique, je m'y repose jusqu'à la tombée de la nuit. Quand surgit de l'horizon une gigantesque lune, je comprends que je suis vraiment loin de chez moi. Le dernier âge est l'âge sélénique. J'ai tout fait pour retarder ce voyage car c'est celui que j'appréhende le plus. Dans ses journaux, Atrus dit avoir échappé de peu à la mort lors d'une chute de météore. Mais j'avais tort. Cet âge est le plus beau que j'ai vu. Il possède une beauté étrange et désolée. Une grande partie de l'île a été détruite par un impact, mais il reste encore un paisible jardin et de grands cristaux que le vent fait siffler. Au moment où je déambule dans ce décor de douce fin du monde et que je résous les mécanismes cachés, je ne me doute pas que sous mes pieds se trouve un immense réseau de cavernes qu'il me faudra explorer pour retourner sur Myst. Si Atrus est encore vivant et que je le rencontre un jour, il faudra que je lui demande à quoi servent toutes ces choses. Ces galeries sont un véritable labyrinthe, mais en prêtant l'oreille, je trouve le bon chemin. De retour dans la bibliothèque de Myst, j'ajoute aux deux livres les pages manquantes. Encore une fois, les deux frères s'accusent mutuellement. Cyrus me dit qu'Akénar a détruit les âges et que son père l'a injustement emprisonné lui. Akénar, de son côté, accuse son frère d'avoir tué Atrus. Il ne manque qu'une page aux deux livres et les deux frères ne s'accordent que sur une seule chose. Les dernières pages se trouvent derrière la cheminée, à côté d'un livre vert que je ne dois surtout pas ouvrir au risque de me retrouver prisonnier comme eux. Je trouve la chambre secrète, les deux pages et le livre. J'hésite à le toucher, mais je ne fais confiance ni à ce fou d'Akénar, ni à ce manipulateur de Cyrus. Alors, très prudemment, je soulève sa couverture. Le livre s'ouvre et je découvre Atrus bien vivant. J'ai tellement lu ses journaux que j'ai presque l'impression de le connaître. Il me dit de ne surtout pas le rejoindre. Il manque une page à ce livre, et à moins de la trouver, je resterai prisonnier comme lui. Il m'explique enfin quelle est la nature de tous ces mondes que j'ai visités. Atrus est l'un des derniers damnés. Un peuple qui maîtrise l'art de l'écriture et qu'il a lui-même appris de son père. En décrivant dans un livre spécial un monde d'une façon extrêmement précise, il peut créer un lien entre l'endroit où il se trouve et cet âge. Tous les mondes que j'ai visités ont été écrits par Atrus. Cependant, si Atrus est bienveillant, ses deux fils ont vu dans cet art le moyen d'amasser une fortune infinie. Ils ont pillé les âges d'Atrus, puis les ont détruits pour satisfaire leur soif de richesse et de pouvoir. Ce sont eux qui ont piégé leur père dans ce livre. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'Atrus avait caché dans sa bibliothèque 2 âges prisons, desquels on ne peut revenir. C'est de ceux-là qu'ils sont aujourd'hui captifs. Maintenant que je sais tout, je sais qui aider. Et ce n'est ni Cyrus, ni Akénar. Il faut donc que je trouve la page manquante du livre d'Atrus, mais je ne sais pas par où commencer. Je retourne fouiller les âges et je finis par trouver la moitié d'une note dans une chambre du bateau-pierre et l'autre moitié dans une cabane de l'âge de la passerelle de bois. Je sais maintenant où récupérer cette dernière page que je ramène à Atrus. Une fois le livre complet, je pose la main dessus et me retrouve dans une grande caverne, face à l'écrivain. Avant de nous intéresser à Riven, la suite de Myst, nous allons prendre quelques instants pour nous pencher sur les romans tirés de la série. Il s'agit dans l'ordre de publication du livre d'Atrus, du livre de Tiana et du livre de Danae. Mais celui-là, on le garde pour un peu plus tard. 3 romans de 300-400 pages que j'ai relus juste avant de faire cette vidéo, histoire de me remettre dans le bain.
Ils ont tous les trois été co-signés par Rand Miller et David Wingrove, avec également Robin Miller sur le premier volume et plein de gens de Cyan sur le deuxième. Bien entendu, il s'agit de produits dérivés entre guillemets et ils n'auraient sans doute jamais vu le jour sans le succès du jeu. Mais il ne s'agit pas de simples romans de commande et c'est dans ces lignes que l'on découvre le plus la culture et la civilisation danae au centre de la série. C'est pourquoi nous n'allons pas faire l'impasse dessus. Pour commencer, ces romans ne sortent pas de nulle part. En réfléchissant à Myst, les frères Miller commencent à écrire et développer une histoire complexe pour leurs personnages. Durant ce processus, ils se disent que leur histoire pourrait faire l'objet de romans, d'autant que certains éléments de l'univers de Myst et des damnés proviennent d'un roman pour la jeunesse inachevé de Robin, qui avait pour nom Dunehut. Dunehut, vous l'avez, bon, rien ne se perd. Les frères Miller cherchent à publier leur histoire et grâce au succès colossal du jeu, la maison d'édition américaine Hyperion leur propose un contrat de $1 million. Pour une série de romans adaptés de Myst. Cependant, le premier jet des Miller n'est pas publiable en l'état et l'auteur de science-fiction britannique David Wingrove est appelé à la rescousse pour le réécrire. Pour les deux suivants, Wingrove écrira seul à partir de résumés très détaillés de Rand Miller et de ses collègues. Le premier roman, le livre d'Atrus, est publié en novembre 1995 aux États-Unis et en février 1996 en France. Ce premier volume, qui se déroule chronologiquement avant le premier jeu, raconte l'histoire d'Atrus. D'abord son enfance auprès de sa grand-mère dans un refuge de fortune aménagé dans une crevasse désertique, puis son adolescence auprès de son père Gen. Cet homme froid qu'il avait abandonné à sa naissance revient le chercher pour lui faire découvrir le royaume en ruine des damnés. Car dans les veines d'Atrus et de son père coule le sang de cet ancien peuple qui a bâti un gigantesque royaume souterrain et qui maîtrise l'art de l'écriture. Je ne vais pas en révéler plus pour ne pas vous gâcher la découverte de l'histoire, mais c'est ici que je vais essayer de vous présenter un peu plus en détail l'univers de la série, vu que c'est justement dans ces romans qu'il est le plus développé. Atrus est un damné. Damné qui s'écrit comme ça, mais aussi comme ça, voire comme ça selon les traductions, est un mot qui désigne à la fois un peuple, leur langue et leur royaume. Atrus est donc un damné qui parle damné à damné. Je prononce ce mot damné car j'en ai pris l'habitude, mais en fait c'est plus Denis, et d'une façon générale je vais mal prononcer tous les noms de cette vidéo. De la même façon il faudrait dire Eitrus au lieu d'Atrus, mais même en faisant attention, je le prononce pas d'une fois sur deux. La civilisation damnée est une civilisation millénaire qui a élu domicile dans un immense réseau de souterrains et dont la capitale a été construite dans une gigantesque caverne sur les bords d'un vaste lac fluorescent. De toute évidence, les Miller n'avaient pas lu que l'île mystérieuse de Jules Verne. C'est un peuple à la fois extrêmement pragmatique et scientifique, mais aussi très croyant, tout comme les Miller. Les Dani ont développé une discipline qui est à moitié de la science, à moitié de l'art et à moitié de la magie qu'ils appellent l'art de l'écriture avec un « E » majuscule. L'écriture leur permet de construire des ponts entre l'endroit où ils se trouvent et des mondes éloignés ou parallèles. Ce sont les fameux âges dont nous parlions. Comment cela fonctionne ? Pour faire simple, pour écrire un âge, il faut en faire une description extrêmement précise dans une langue spéciale, sur un livre spécial avec une encre spéciale. Et si cela est bien fait, vous pourrez ainsi obtenir un livre de liaison qui vous permettra de vous rendre dans le monde que vous avez décrit en posant la main sur sa première page. Bon, c'est une explication très simplifiée, je vous épargne les différents types de livres et les explications de physique quantique qui vont avec. Quand je parle de description extrêmement précise, j'entends qu'il faut absolument tout prendre en compte. Par exemple, si vous voulez créer un âge constitué d'une simple petite île tropicale avec une plage de sable blanc pour y passer vos vacances, il faudra non seulement décrire précisément son relief, sa structure, sa composition rocheuse, mais aussi la composition de son atmosphère, sa tectonique des plaques, l'orbite de sa planète autour de son étoile, etc. etc. Mais bon, heureusement pour eux, les damnés vivent plusieurs siècles. Bien entendu, il n'est pas possible de décrire absolument chaque rocher d'une planète. Toutes les zones d'ombre de la description, toutes les informations manquantes seront complétées aléatoirement, ce qui peut mener à de très mauvaises surprises et il faut donc être le plus précis possible. Écrire un âge demande une rigueur à toute épreuve car s'il y a des contradictions dans la description, si le texte va à l'encontre des lois de la nature, l'âge sera instable, c'est-à-dire qu'il finira par s'effondrer sur lui-même et disparaître. C'est donc cet art et ce concept que je trouve absolument génial que le jeune Atrus apprend auprès de son père dans le premier roman. Et l'une des questions que soulève l'intrigue est celle de savoir si les damnés créent littéralement les âges qu'ils écrivent, ce qui ferait d'eux des sortes de dieux, ou s'ils ne font que faire un lien avec un monde qui existe, a existé ou existera nécessairement dans l'infinité des possibles de l'univers. On peut aussi voir en l'écriture une mise en abîme amusante avec le travail des programmateurs de jeux vidéo qui justement doivent décrire avec un code informatique ce qu'ils souhaitent voir apparaître à l'écran. Lors de ma deuxième lecture de ce livre que j'aime beaucoup, j'ai essayé d'être objectif et de me demander s'il pouvait séduire des lecteurs étrangers au jeu. Et je pense que oui, tant le monde qu'il présente est original et intéressant. Sur la forme, il est assez classique, c'est l'histoire lue 100 fois du personnage ordinaire qui découvre un monde extraordinaire ou des pouvoirs spéciaux.
Mais le monde des damnés est suffisamment passionnant pour que l'on se laisse happer par l'aventure. Seule la fin peut paraître un peu brutale pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, car il se termine vraiment pile poil là où commence Myst, mais je vous le recommande tout de même chaudement. Et je vous recommande encore plus chaudement le livre de Tiana, le deuxième roman sorti en novembre 1996 aux États-Unis et en septembre 1997 en France. C'est de loin mon préféré des trois et l'un de mes romans d'aventure favoris. Je dis roman d'aventure, mais vous l'avez compris, on pourrait aussi très bien coller l'étiquette de science-fiction ou de fantasy sur cette série. Comme le premier roman, celui-ci propose de découvrir la civilisation damnée à travers un personnage, mais ce deuxième tome est loin d'être un copier-coller. Si dans le livre d'Atrus on découvrait le royaume damné en ruine après sa chute, dans le livre de Tiana, on le découvre à son apogée avec ses habitants, son système politique organisé en guildes, sa capitale et plein d'autres choses. C'est le roman qui en révèle le plus sur les damnés. Le personnage principal du livre de Tiana n'apparaît pas dans les jeux, enfin ou presque. Il s'agit d'une jeune géologue humaine qui découvre après une histoire tragique un tunnel menant à Dannée. Car oui, ce point peut vous surprendre si vous n'avez suivi la série que de loin, Dannée se trouve sur Terre. Enfin, sous Terre. Sa localisation n'est pas donnée, mais c'est bien sous un désert de notre planète que le royaume souterrain se trouve. La Terre n'étant qu'un des milliers de mondes écrits par les damnés. Cependant, ils ignorent tout de la surface et ils ne savent même pas si celle-ci est habitée. L'arrivée de l'étrangère va donc considérablement chambouler leur société. Encore une fois, j'aime beaucoup ce roman, la narration est plus saccadée, plus dense et plus complexe, avec aussi plus de personnages, de péripéties et d'intrigues, et toujours un certain style assez abrupt dans les moments dramatiques. Si vous aimez la construction d'univers, c'est vraiment celui-là que je vous conseille. Et si vous ne connaissez pas Myst et que cette vidéo vous a donné envie d'y jeter un coup d'œil, vu que les jeux ont quand même, il faut le dire, un peu vieilli, c'est ce roman que je vous conseille pour entrer dans cet univers. Même si oui, forcément, ce serait mieux de commencer par Myst et Riven. Il s'agit du deuxième volume, alors quelques points seront expliqués un peu rapidement, mais si vous regardez cette vidéo en entier, vous aurez toutes les clés pour le savourer. Et vous pouvez parfaitement commencer par celui-là, qui d'ailleurs est le premier dans l'ordre chronologique. Bien sûr, si vous préférez les ruines et les ambiances post-apocalyptiques, le premier sera peut-être plus pour vous. Bref, je vous conseille autant ces deux romans que les jeux, voire plus, et je ne vais pas en révéler davantage pour ne rien vous gâcher. Mais il faut quand même que je vous dise une dernière petite chose, et c'est là qu'on va rigoler un petit peu. Ces romans ont été publiés en français par les éditions J'ai lu dans leur collection science-fiction, avec en passant des couvertures qui n'ont rien à voir avec le contenu des livres. Le problème, c'est que, à ma connaissance, ils n'ont fait l'objet d'aucune réédition, contrairement aux versions anglaises par exemple. Ce qui veut dire que si vous voulez y mettre la main dessus, il vous faudra écumer les bouquinistes et les libraires d'occasion. De toute façon, si vous aimez Myst, vous aimez déjà très certainement traîner chez les bouquinistes, et inversement, si vous fréquentez ces endroits, vous aimerez probablement Myst. Le premier volume ne se trouve pas facilement, et les deux suivants sont encore plus durs à dénicher. Pour la petite anecdote personnelle, j'ai mis plusieurs années en fréquentant régulièrement des librairies d'occasion pour mettre la main sur les 3 tomes. J'ai tellement galéré à les trouver que depuis, quand je vois un exemplaire, j'ai énormément de mal à ne pas l'acheter, au cas où, très improbable, je perdrais déjà tous ceux que je possède. Du coup, j'ai quelques exemplaires en plus. Mais bon, juste 1 ou 2. Ou 3 ou 4. Enfin, 5 ou 6. Bon, peut-être 7 ou 8. Oh misère, j'ai aucun contrôle de moi-même. Cette anecdote me fait regretter l'échec de ma tentative de suicide il y a 20 ans. Dieu merci, vous êtes revenu. J'ai besoin d'aide. Il y a des faits historiques que vous devez savoir. Mais excusez-moi, car je dois continuer à écrire. Tenez. Tout ce que vous devez savoir se trouve là. Il faut bien le cacher. Vous saurez plus tard pourquoi. Je vous envoie à Riven sans moyen de retour. Mais je peux vous donner ça. Il ressemble à un livre de liaison, avec Dannée. Mais c'est en fait une prison pour un homme. Avec lui, vous pourrez capturer Gen. Quand vous aurez Catherine,
prévenez-moi. J'aurai un livre de liaison pour nous ramener. Il y a aussi une chance, si tout marche bien, que je puisse vraiment vous renvoyer à l'endroit d'où vous venez. Voici comment commence Riven, la suite de Myst, qui s'appelle littéralement Riven, la suite de Myst. Et cette intro me fout les poils à chaque fois. Le jeu sort fin octobre 1997, après 4 ans d'attente interminable pour des millions de joueuses et de joueurs, mais comme toujours, revenons un peu en arrière. Sans surprise, le succès monstre du premier jeu change beaucoup de choses pour Cyan, qui, comme tout le monde, n'avait rien vu venir. Si le premier a été fait sans grosse pression, Myst 2, lui, est attendu au tournant. Le phénomène Myst est à son plus haut, et c'est tellement la folie Myst que les millers sont même sur des pubs pour des pantalons à 29 $. On trouve aussi sur l'internet naissant des centaines de sites de fans sur lesquels des joueurs ont écrit leurs propres journaux d'exploration ou ont des projets un peu fous. Par exemple, la MIRI, la Myst Island Recreation Initiative, était un groupe de fans qui s'était fixé pour objectif de construire en vrai et en dur l'île de Myst. Premier gros changement pour la réalisation de ce deuxième jeu, l'équipe de développement s'agrandit considérablement. Alors que seulement 14 personnes sont au générique de Myst, 127 noms figurent au générique de Riven, avec un noyau dur d'une quarantaine de développeurs. Deuxième gros changement, le studio a maintenant beaucoup d'argent à investir dans leur nouveau jeu, et Riven, la suite de Myst sera un véritable blockbuster de plusieurs millions de dollars. Si pour le premier jeu, Rand et Robin Miller occupaient tous les deux le poste de réalisateur, les choses changent pour cette suite. Rand passe producteur et Robin co-réalise le titre avec Richard Vanderwand, un concepteur graphique qui avait notamment travaillé sur Willow et l'aventure intérieure, et dont, semble-t-il, les dessins préparatoires ont permis au film Aladdin des studios Disney de se faire. Il sera à l'origine d'une grande partie du design visuel de Riven. Pour répondre à l'attente et être à la hauteur, Cyan n'hésite pas à prendre particulièrement son temps. L'équipe organise même un petit voyage au Nouveau-Mexique pour étudier l'architecture amérindienne afin de créer les habitations de Riven. D'ailleurs, une grande partie des textures du jeu proviennent de photographies prises durant ce voyage. Le studio prend tellement son temps qu'au bout de 2 ans, ils n'ont toujours rien de concret à montrer à Brotherbound, son éditeur, ce qui fait chuter son action en bourse. Ce que les frères Miller, toujours capitaines à bord, redoutent, c'est de faire une pâle copie de Myst dans un marché déjà saturé par des clones de Myst. En toute modestie, ils prennent pour modèle Tolkien et veulent que Myst 2 soit à Myst ce que le Seigneur des Anneaux est au Hobbit, c'est-à-dire une histoire bien plus vaste et développée que l'œuvre qu'elle vient compléter. Ils vont donc essayer de s'éloigner le plus possible de Myst tout en veillant à faire une suite naturelle et directe au premier jeu. L'atmosphère de Myst était noyée dans le brouillard, Riven se déroulera sur une île tropicale. Il n'y avait pas hommes qui vivent dans Myst, Riven sera habité et grouillant de vie. On visitait plusieurs âges dans Myst, il n'y en aura qu'un seul dans Riven, etc., etc. Et est-ce que le pari est réussi ? Oui. Presque totalement. Riven surpasse de loin Myst sur tous les tableaux. Les graphismes sont magnifiques et tiennent encore complètement la route 20 ans après. Enfin, regardez comme c'est beau. Et là, ce ne sont que des écrans fixes, mais le jeu comporte également des cinématiques qui mettent au tapis toutes les autres cinématiques de jeux sortis la même année. Non mais regardez ça. Alors que la même année, on avait ça. Bon ok, ce n'est pas du tout comparable, mais ça ne change rien au fait que le jeu est un véritable plaisir visuel qui mettait KO la concurrence. Rien que le fait d'avoir mis de petites transitions entre les écrans ajoute énormément à la fluidité du jeu. Et il est dans son ensemble bien plus vaste et ambitieux que son prédécesseur, avec plus de 4000 écrans, quasiment le double. Et ça c'est juste l'aspect visuel, mais la dimension sonore est aussi très soignée, avec le bruit des vagues, le cri des oiseaux, le vent dans les rochers, le vrombissement des insectes, etc. Sans oublier la musique discrète mais jamais hors de propos. Tous ces éléments font que l'on prend un plaisir fou à parcourir le monde de Riven, d'autant que ce jeu est encore plus ouvert que le premier.
Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a qu'un âge à visiter, celui de Riven. Mais cet âge est divisé en 5 îles que l'on pourrait assimiler à 5 mondes différents, et on a vite accès à beaucoup d'endroits en même temps, ce qui permet d'aller faire un tour ailleurs quand on bloque à un endroit. C'est l'une des choses que je reprochais à Myst, on pouvait faire les mondes dans l'ordre que l'on voulait, mais il fallait forcément finir un âge dans lequel on était entré pour pouvoir en explorer un autre. Riven est considéré par beaucoup d'admirateurs de la série comme son apogée, et je dois dire que je suis plutôt d'accord et que c'est celui que j'ai pris le plus de plaisir à refaire en tournant cette vidéo. J'ai même l'impression que Riven fait plus Myst que Myst. L'univers du jeu est bien plus développé dans celui-là, et c'est dans cet épisode que l'identité visuelle caractéristique de la franchise, avec toutes ses passerelles métalliques torsadées et ses mécanismes tarabiscotés, est mise en place. L'intrigue est aussi plus développée et le monde qu'il présente bien plus cohérent. L'histoire de Riven commence presque immédiatement après la fin de Myst, où vous avez rejoint Atrus, prisonnier à Kavir. Ce dernier vous envoie à Riven, l'âge dans lequel Cyrus et Akenar ont piégé Catherine, sa femme. Mais cet âge n'est pas n'importe lequel. C'est non seulement l'âge d'origine de Catherine, mais c'est surtout le monde où Atrus a lui-même piégé son père Gen quand celui-ci est devenu ivre de pouvoir. Et comme si ce n'était pas suffisant, cet âge décrit par Gen est hautement instable et menace de s'effondrer sur lui-même à tout moment. Une vraie tragédie grecque. Cette fois-ci, nous avons donc un antagoniste clairement identifié. Gen, le père d'Atrus qui règne en maître sur Riven. Un personnage très bien interprété par John Keston, un artiste britannique qui a fait quantité de choses dans sa vie et qui détient, vous prendrez bien une anecdote improbable, plusieurs records du monde en course de fond et marathon chez les plus de 75 ans. Mais est-ce que tout est vraiment pour le mieux dans le meilleur des mondes ? Non. Riven est dur. Il est éreintant. L'équipe de Cyan avait été très frustrée de voir que beaucoup de joueurs n'avaient pas terminé Myst à cause de sa difficulté, et ils avaient voulu que Riven soit une promenade de santé qui ne laisserait personne sur le côté. C'est raté. Ce qui est compliqué, ce n'est pas tant les énigmes dont on comprend en général facilement le fonctionnement, c'est plutôt de savoir quel mécanisme va avec quel mécanisme. Le monde de Riven est vaste et tout y est interconnecté. Ce qui est difficile, c'est plus de savoir à quoi sert une machine que de savoir comment elle fonctionne. Et il y a aussi les passages secrets. Vous avez accès à quasiment toute l'île dès le début du jeu, mais encore faut-il trouver les chemins pour vous rendre aux différents endroits. Ils ne sont pas spécialement camouflés, mais vous pouvez y passer des centaines de fois devant sans les remarquer. Et c'est ce qui m'a fait tourner en rond pendant des heures. Et je ne parle même pas du moment où je suis resté bloqué devant cette porte parce que j'avais pas compris qu'on pouvait passer dessous. Résultat des courses, eh bien encore moins de gens ont réussi à terminer Riven. Je vais en profiter pour le dire maintenant, ce n'est pas grave de tricher. Surtout quand vous découvrez la série que vous n'avez pas le réflexe de tester des manivelles dans tous les sens ou de faire bouger les ascenseurs sans y être dedans, ce genre de choses. Moi aussi, parfois j'ai regardé des cartes pour voir si je n'avais pas oublié un endroit à explorer. Mais quand même, je vous recommande de ne pas le faire, parce qu'à chaque fois je l'ai regretté en me disant « Ah mais ça j'aurais pu le trouver tout seul ». Je vous conseille d'insister quand vous bloquez parce que le sentiment de victoire que l'on éprouve en résolvant enfin quelque chose récompense largement la frustration de ne pas avancer. Bon, je commence à en avoir ma claque sur un jeu que j'ai déjà fini il y a 15 ans. Ça c'est un tuyau, il ne sert à rien, ça c'est le piège, il ne sert à rien d'autre qu'à piéger des grenouilles de ses morts. Je suis pas fou, c'est bien par là qu'il fallait passer. Putain, et attends, Est-ce que si je vais fermer les portes, est-ce qu'il y a un courant d'air, que ça ferait un courant d'air ou ça arrêterait un courant d'air ? Est-ce que... Putain de ta merde. Bordel. Putain, mais je le savais en plus, je le savais qu'il faut toujours regarder derrière les portes. Ah, putain, les Miller allaient tellement vous faire mettre. Voilà, super, là derrière, il y a quoi ? Derrière, là, il y a la sphère de ces morts qui tourne, là, pour l'âge de mon cul. Voilà, super, très bien. Donc du coup, le bureau de Gen est de l'autre côté, et je le savais en plus, je le savais que c'était là. Putain, j'en ai tellement plein le cul. Putain de bordel. Bon... Voilà, ça c'est fait. Allez, très bien, on passe à la suite. Ah putain, mais ça fait du bien, mais qu'est-ce que c'est chiant. Allez, attends, je jette un coup d'œil sur le paysage quand même parce que... Ah, c'est joli, mais putain que ça fait chier. Bordel. Enfin bref. La difficulté élevée de Riven n'a pas empêché le jeu de s'écouler à plus de 4,5 millions d'exemplaires et de récolter encore une fois les lauriers de la presse. Et dernier petit défaut que l'on peut relever mais qui s'applique à tous les jeux, si vous ne vous intéressez pas aux romans dérivés ou aux à côté de la série, il est assez improbable que vous compreniez toutes les nuances de l'histoire, tant les éléments clairement communiqués sont parcellaires. Mais bon, c'est un peu le but et Riven est un jeu que je vous conseille grandement, bien plus que le premier opus.
Et dans les informations en vrac que je n'ai pas réussi à caser, sachez que le jeu a failli s'appeler Equake ou Chrysalis, car l'équipe trouvait que Riven ressemblait trop à Rivendell, que pendant le développement il a été envisagé de faire de Catherine l'antagoniste surprise du jeu, et qu'il possède 10 fins différentes, mais qu'il faut quand même faire un peu n'importe quoi pour ne pas avoir la bonne. I'm not going to sing the high note. Voilà maintenant quelques jours que j'ai rejoint Atrus. Je pensais pouvoir rentrer chez moi, mais non. J'ai juste trouvé une plus grande cellule. Je suis par contre heureux d'avoir un compagnon dans cette épreuve. Atrus a l'air d'être quelqu'un de confiance, sage et réfléchi. Il m'a raconté son histoire, il m'a parlé de son peuple, les damnés. Il m'expliqua aussi tout de cet incroyable art de l'écriture. Une science complexe où le moindre adjectif est capital et où une erreur de syntaxe peut donner des mondes mortels. Il me décrit aussi la fabuleuse capitale souterraine de Danae, cette fière cité de pierre noire avec ses constructions cyclopéennes et ses villas aux toits de voile, aujourd'hui en ruine. Atrus aussi est prisonnier, piégé dans une caverne sans issue par ses fils. Il m'a envoyé sur Rime, un âge glacé dans lequel il a construit un laboratoire, le temps de terminer les préparatifs de son plan pour secourir Catherine, sa femme. Elle aussi a été piégée par Cyrus et Akenar, mais pas dans n'importe quel âge. Elle a été envoyée sur Riven. Cet âge a été écrit par Gen, le père d'Atrus. D'après ce que j'ai compris, dire que leur relation était tendue est un naïf euphémisme. Je pense qu'Atrus m'a épargné beaucoup de détails, mais il m'a dit que son père était ivre de pouvoir, qu'il se croyait un dieu car il pouvait écrire des âges, et que dans ces mondes il exigeait des habitants une totale servilité. Il voulait ressusciter la civilisation Danae pour y régner en seul maître. C'est pourquoi Atrus et Catherine, natifs de Riven, ont piégé Gen dans cet âge il y a 33 ans. Si Catherine n'est pas parvenue à se cacher de Gen, qui sait ce qui a pu lui arriver ? Il faut ajouter à ce tableau déjà très sombre 2 points importants. Premièrement, Gen est un mauvais auteur. Il compose ses âges uniquement en empruntant des paragraphes dans d'autres livres, et ce collage rend ses mondes hautement instables. Atrus passe ses journées et ses nuits à corriger les fautes du livre descriptif de Riven, mais d'après lui, ça ne fait que retarder de peu l'inévitable. Il faut donc partir à la rescousse de Catherine le plus vite possible, avant que Riven ne s'effondre sur lui-même. Deuxième point qui me concerne plus directement, l'effondrement de Riven a en réalité déjà commencé, et une faille dans son espace-temps s'est déjà créée là-bas. Atrus pense que c'est ma chance de sortie, car c'est dans cette faille qu'il a fait tomber il y a plusieurs années le livre de Myst que j'ai découvert, et il pense donc qu'elle pourra me reconduire chez moi. Ça y est, j'ai réussi à régler correctement la machine qui me donne un aperçu de Riven. Ce n'est qu'une simple image floue, mais elle me confirme au moins que l'âge est encore là. Et mieux, il semble accueillant. Il faut que je retourne voir Atrus, il doit avoir terminé. De retour à Kavir, Atrus me dévoile son plan. Il a créé un âge-prison pour son père qui ressemble en tout point à un livre de liaison Danae. Mon objectif sera de le duper pour lui faire poser la main sur ce livre et mettre fin à ses agissements une bonne fois pour toutes. Mais Atrus me dit que Gen se méfiera, et que la seule façon qu'il tombe dans le piège est que ce soit le seul livre que j'ai sur moi. En d'autres termes, Atrus m'envoie sur Riven sans possibilité de retour. Je dois piéger Gen, retrouver Catherine, et alors seulement je pourrai donner à Atrus le signal pour qu'il vienne nous rejoindre. Bon, de toute façon je n'ai pas le choix. Je pars pour Riven. J'ai bien cru que ma mission allait s'arrêter avant même de commencer, car je suis apparu enfermé dans une cage. Un garde me parlait dans une langue que je ne connaissais pas, mais il avait l'air hostile. Je dois mon salut à une mystérieuse personne qui m'a délivré après avoir assommé le garde. Je n'ai pas eu le temps de dire un mot qu'elle était déjà partie, laissant derrière elle un poignard. Au moins, il semble que j'ai des alliés ici. La situation de Riven semble encore pire que ce qu'Atrus pensait. Il m'avait parlé d'une seule grande île, mais l'instabilité de l'âge semble l'avoir morcelée en 5 petits îlots. L'île sur laquelle je suis apparu semble dédiée au culte de Gen. Le premier bâtiment que je visite a l'air d'être un hôtel à sa gloire. Je n'ai pas douté d'Atrus, mais ses représentations semblent confirmer ses dires. Gen se voit vraiment comme un dieu. En traversant la solide passerelle qui mène à l'autre bout de l'île, c'est un authentique temple avec offrande que je découvre. Pendant un bref instant, je me demande comment rejoindre les autres îles, mais la réponse s'offre rapidement à moi. Devant le temple se trouve une sorte de véhicule aérien monté sur rail qui relie l'île du temple à l'île principale de l'archipel.
J'ai vécu de nombreuses sensations fortes ces derniers temps, mais ce court voyage est en haut de la liste. J'ai cru mourir environ 50 fois en 1 minute, mais je dois dire que cette machine est en tout point remarquable, même si elle est sûrement l'œuvre de Genn. Sur la grande île, de nombreux chemins s'offrent à moi. Je décide d'en prendre un qui mène sur une plage où 2 gigantesques animaux prennent le soleil. Je sais que le temps presse, mais ce monde est tellement agréable que j'aimerais m'étendre quelques heures sur ce sable. Après la grisaille de mist, cette douceur est un délice. Je poursuis le chemin qui me mène dans une sorte de baie intérieure, au-dessus duquel un village des plus insolites a été construit, en imitant l'architecture des insectes. Malheureusement, je suis repéré par un guet en arrivant et tous les habitants se calfeutent chez eux. Je frappe à leur porte pour avoir des renseignements, mais aucune réponse. Ma seule présence semble les effrayer. Je reste sans savoir quoi faire quelques instants avant de remarquer quelque chose qui aurait dû me sauter aux yeux à mon arrivée. Il y a des trous dans l'eau. Je ne sais pas comment c'est possible, mais dans la baie se trouvent des sortes de grosses bulles, des trous d'air dans lesquels l'eau ne s'engouffre pas. Je devine aussi sous la surface un réseau de rails. En faisant le tour du village, je trouve une sorte de sous-marin pouvant circuler sur ces chemins. Son pilotage n'est pas très ergonomique, mais grâce à celui-ci, je peux accéder à la zone opposée du village, et monter jusqu'à une ouverture qui m'intriguait. Il s'agissait en fait d'une prison. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir quelqu'un dans la cellule, mais après avoir ouvert la porte, pensant que c'était Catherine, la pièce était vide. Je repars donc explorer le reste de l'île. Le sommet du plateau est occupé par une jungle, ou plutôt était occupé par une jungle, car une grande partie des arbres ont été coupés. Je m'aventure entre ceux encore debout en restant sur mes gardes et je découvre, en ouvrant un passage secret dans une construction sans doute censée terroriser les habitants, un moyen d'accéder à des passerelles. Il y a là-haut une sorte de grande sphère tournant sur elle-même. En utilisant un petit mécanisme stroboscopique, je parviens à l'arrêter et découvre par un hublot qu'elle protège un livre. Malheureusement, je ne connais pas le code permettant de l'ouvrir. Je trouve également dans cette jungle une sphère, plus petite et encastrée dans une paroi. Elle a un chiffre d'année gravé dessus et fait un bruit étrange quand on la manipule. Ce n'est pas la première fois que je vois ce genre d'objet, mais je ne comprends pas leur utilité. En retournant dans la partie déboisée de la jungle, je trouve mon moyen de transport pour l'île suivante. Un chariot qui semble destiné à transporter du bois. Ne voyant pas d'autre solution, je l'emprunte en croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas une broyeuse à l'arrivée. Cette 3e île ne semble pas habitée. Au centre se trouve un grand cratère dans lequel Genn puise de l'eau pour faire je ne sais quoi. En me faufilant dans les canalisations, je parviens à accéder à d'autres installations, dont, pour changer, je ne comprends pas l'utilité, comme ce complexe piège à grenouilles qui me ferait presque sourire. Je trouve, assez facilement, le moyen d'accéder à un nouveau bâtiment qui, je le comprends tout de suite, est le laboratoire de Genn. J'approche avec beaucoup de précaution, mais le lieu est désert. Aucune trace de Genn ou de Catherine. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou non. En lisant le journal de Genn, je comprends beaucoup de choses. Non seulement il tente de reproduire sur Riven un errate de civilisation damnée en construisant des guildes, mais son objectif est d'arriver à fabriquer des livres de liaison qui lui permettraient de se relier à d'autres mondes. La forêt coupée pour le papier, les grenouilles pour l'encre, etc. C'est peut-être même pour cette raison précise qu'il avait écrit Riven. Mais surtout, l'information capitale que même Atrus doit ignorer, c'est qu'il y est parvenu. Il semble avoir réussi à écrire un nouvel âge sur lequel il s'est établi. Un monde apparemment hostile mais stable, que dans sa grande froideur, il a nommé l'âge numéro 233. Il doit y être en ce moment même. La lecture de ce journal ne m'apprend rien de plus sur Catherine. C'est un bon point. Peut-être que Genn ignore qu'elle est ici. Par contre, il parle dans son journal de ces petites sphères numérotées que j'ai aperçues sur l'île du village. Il dit que ce sont les Moetti qui les placent, des rebelles qui s'opposent à son pouvoir et tentent de rallier la population de Riven à leur cause. C'est très certainement l'un d'eux qui m'a délivré lorsque je suis arrivé. Il faut que j'essaie d'entrer en relation avec eux. J'ai mis du temps, mais j'ai enfin trouvé la cache secrète des Moetti. Elle se trouve dans la prison où j'avais cru voir quelqu'un. Finalement, je n'ai pas dû rêver. Une petite tirette dans la bouche d'égout permet de révéler un passage qui conduit à une salle au centre de laquelle se trouve un cercle de pierres gravées de dessins d'animaux. Je ne sais pas pourquoi, mais le déclic dans mon esprit est immédiat. La clé se trouve dans ces étranges petites sphères. Elles sont un moyen laissé par les Moetti pour les rejoindre, sans doute à l'intention des villageois qui voudraient rejoindre leur cause et combattre Genn. Le bruit étrange qu'elles font en tournant n'a rien dit à Genn car il n'est pas assez attentif des choses de la nature, et les Moetti l'ont très bien deviné. Ce sont des cris d'animaux, et les chiffres inscrits sur les sphères indiquent l'ordre des pierres à actionner. Je ressors vite à la recherche de toutes les sphères puis reviens au cercle de pierres une fois que je les ai toutes mémorisées. Heureusement qu'Atrus m'a appris à compter en damnés, car sinon j'aurais eu un mal de chien à décoder leur numérotation en base de 25 et j'aurais eu l'air bien idiot. J'actionne le cercle, ce qui libère un livre de liaison fonctionnel. J'avais lu dans le journal de Genn que sa plus grande difficulté est de trouver l'énergie nécessaire au fonctionnement des livres, mais les Moetti semblent avoir une longueur d'avance et ont réussi à contourner le problème. Je me lie vers ce nouvel âge. Cet âge est plongé dans la nuit. En face de moi se trouve un lac, et de l'autre côté un gigantesque arbre qui semble habité et percé de fenêtres. Je n'ai pas le temps d'en voir plus avant que les Moetti m'assomment et m'enferment dans une cellule.
Je crains un instant pour ma vie, mais mes peurs disparaissent quand une femme vient me donner un mot de Catherine, son journal et un livre pour retourner sur Riven. En lisant le journal de Catherine, je reconstitue peu à peu l'enchaînement des événements. En arrivant sur Riven, elle a réussi à se cacher de Gen et à rejoindre les Moeti qui la considèrent presque comme une déesse, car elle s'est opposée au tyran il y a 30 ans. Comprenant la situation, elle réussit à voler un des livres vierges de Gen pour écrire un âge qu'elle appelle Tei, pour mettre à l'abri les habitants de Riven. Mais il y a peu de temps, Gen, qui a appris la présence de Catherine, a réussi à la capturer et la retient prisonnière sur un petit îlot de Riven. Il est persuadé qu'Atrus viendra la sauver et attend l'occasion de se venger de son fils. Je comprends qu'il ne me laisserait pas voir plus de cet âge, et je retourne sur Riven en direction de la 4e île. La 4e île de Riven possède un charme qui semble venir d'un autre monde. Je dis ça, mais en fait je suis bien sur un autre monde. Peut-être même dans une autre galaxie, des milliards d'années avant ma naissance. Difficile de s'y faire. Sur cette île, Gen a construit un quartier général démesuré pour surveiller le reste de l'âge. Je trouve encore une fois un de ces dômes tournants contenant un livre. Maintenant, je devine qu'il s'agit de livres de liaison vers l'âge numéro 233. Et grâce au code trouvé dans le carnet de Gen, je parviens à l'ouvrir. Mais comme les choses ne sont jamais aussi simples, les livres ne sont pas fonctionnels. Si j'ai bien compris, pour établir le lien, il faut les alimenter en énergie. Je vous épargnerai les derniers détails. Sachez juste qu'après des jours et des jours d'exploration, à fouiller consciencieusement chaque recoin de l'archipel, je comprends que l'énergie de l'île est contrôlée dans l'immense dôme doré que j'ai aperçu en arrivant. En enchaînant les passages secrets et les mécanismes complexes, je parviens à rétablir l'énergie et alimenter les petits dômes. Cette fois-ci, les livres fonctionnent, et je suis prêt à rencontrer Gen, en face à face. Quand j'arrive sur l'âge numéro 233, c'est une nouvelle cage qui m'accueille, dans le laboratoire de Gen. Ce dernier ne tarde pas à arriver, c'est là que tout se joue. Gen, qui pensait découvrir son fils, est surpris de me voir, mais reste extrêmement calme, s'excusant pour la cage. Il me dit qu'Atrus ne m'a pas menti, et qu'il admet lui-même avoir été un père médiocre, mais que son châtiment avait été exagéré, et qu'il était aujourd'hui un homme nouveau et bon pour le peuple de Riven. Il me dit être en train d'achever un nouvel âge pour sauver ce peuple de la destruction de Riven, quelque chose à laquelle Atrus n'avait pas pensé dans sa fuite égoïste. Il me dit enfin qu'il a emprisonné Catherine, qu'elle était devenue fanatique, qu'elle se prenait pour une déesse et qu'elle prévoyait de mettre l'âge à feu et à sang. Les manipulations de Gen ne me touchent pas. J'ai vu ses instruments de mise à mort. J'ai lu son journal où il parle des autochtones comme de la chair à canon. Puis, il aperçoit mon livre de liaison, celui pour l'âge prison. J'ai cru un instant qu'il poserait directement la main dessus, mais non. Il examina le texte longuement, puis me demanda de passer en premier. Je redoutais ce moment, mais je n'ai pas le choix. Je pose la main sur l'image et me retrouve dans l'âge prison. J'espère qu'Atrus ne s'est pas trompé. Cette prison est destinée à une seule personne. Si Gen pose la main à son tour sur le livre, il prendra ma place et me libérera. Sinon, eh bien, tout s'arrête ici. De l'intérieur du livre, je l'observe. J'ai peur qu'il se détourne. Mais je le vois saisir une arme avant de mettre la main sur le livre. Ainsi, il prévoyait bien de me tuer, moi et Atrus, une fois avoir fait la liaison. Mais maintenant, c'est lui qui est prisonnier. Je n'ai jamais été autant soulagé de ma vie. J'explore les quartiers de Gen. Il y a ici divers instruments et en descendant une échelle, j'accède à sa chambre. Une chambre froide, creusée dans la roche. Gen était un monstre. J'en ai la certitude. Mais en voyant cette pièce austère, je ne peux m'empêcher de me sentir mal pour lui. Il voulait être un dieu, et ce n'est qu'un homme seul et brisé par le deuil, dormant dans une niche en pierre glaciale et regardant des souvenirs, prisonnier d'une cage. Il est resté enfermé pendant plus de 30 ans, et je l'imagine en ce moment même dans son âge prison, hurlant de rage et de désespoir. Non, il faut que je me reprenne, le temps presse. J'emprunte un des livres de Gen pour accéder à la prison de Catherine que je parviens à délivrer. Mais nous nous séparons vite. Elle me dit d'aller ouvrir la faille sur l'île du Temple, ce qui donnera le signal à Atrus pendant qu'elle va conduire les habitants de Riven sur Tei, où ils seront en sécurité. J'obéis. La faille dont me parlaient Atrus et Catherine est en réalité juste à côté de l'endroit où je suis arrivé. Grâce à ma lecture du journal de Gen, je parviens à ouvrir le hublot de protection et à le forcer avec le télescope et soudain... Nous avons peu de temps. Où est Catherine? Où est le livre? Atrus! Je ne...
Les villageois sont à l'abri dans l'âge rebelle. Je vous remercie. Moi aussi. Vous avez accompli plus que je n'osais espérer. Vous m'avez rendu la vie. La voie est libre pour nous tous. C'est ici que nous nous séparons. Nous nous reverrons, peut-être. Vous savez où me trouver. Au revoir, mon ami. Puis, je me laisse tomber dans le gouffre aux étoiles, et me laisse porter par ce flot étrange, en espérant qu'il me reconduise chez moi. Quelques semaines après la sortie de Riven sort le troisième roman de la série intitulé Le Livre de Danae. Il se déroule chronologiquement quelques années après la fin du jeu et raconte comment Atrus et Catherine ont réussi à regagner les ruines de Danae et visitent les âges à la recherche de survivants pour rebâtir la cité et ressusciter la civilisation de Danae sur des bases saines. Mais ils vont mettre la main sur le livre de l'âge de Terranea qui cache de sombres secrets. Je ne vais pas passer trop de temps sur ce roman car c'est le moins réussi des trois. Le premier tiers et l'exploration des âges est très agréable, mais la suite s'enlise quelque peu et surtout je regrette qu'il aborde des thèmes déjà abordés 1000 fois ailleurs, alors que l'univers de Myst est si singulier. Le principal intérêt est d'en apprendre encore un peu plus sur le monde et l'histoire des damnés, et en particulier ses zones d'ombre. On avait découvert dans le deuxième volume une société hautement patriarcale, mais il y a encore bien pire dans ce troisième tome. Le problème est peut-être que l'intrigue se déroule en grande partie dans le même âge sur une échelle de temps de quelques semaines, alors que les autres romans multipliaient les lieux et se déroulaient sur plusieurs années. Du coup, même si les enjeux sont grands et peut-être même trop grands pour cet univers, on a plus l'impression de suivre un épisode de série télé qu'une grande épopée, d'autant que c'est paradoxalement celui qui se lit le plus vite. J'ai d'ailleurs trouvé une interview d'un employé de Cyan qui confirmait mes impressions et que la fin du roman avait été bâclée parce qu'il devait sortir en même temps que le jeu et qu'il s'était fait prendre par le cours du temps. Certains points sont ainsi trop peu ou pas du tout expliqués dans l'intrigue. Par exemple, à un moment, personne ne semble réagir à la mort d'un personnage pourtant assez important. Mais ce manque de temps n'explique peut-être pas tout car le premier roman avait été réécrit en seulement 1 mois par David Wingrove. Enfin voilà, celui-là je vous le recommande que si vous êtes vraiment passionné par l'univers de la série et que vous connaissez déjà tout le reste. Même si ça ne respecte pas tout à fait la chronologie car elle est sortie quelques mois auparavant, je profite d'en être au support papier pour mentionner l'existence d'une série de comics adaptés du premier jeu chez Dark Horse Comics, The Book of Black Sheep, écrit par Chris Hulme et attention, je prends mon élan, Lovern Kienzierski, et dessiné par Kirk Van Wormer et Doug Whiteley. Parler de série est peut-être encore une fois un peu exagéré car elle a été stoppée par Cyan après seulement 2 épisodes à cause des libertés que prenaient les auteurs et les comics comptent plusieurs erreurs. Cette tentative d'adaptation qui devait raconter comment Cyrus et Akenar ont mal tourné reste une curiosité qui s'éloigne beaucoup des jeux, tant par sa tonalité et ses designs à la Giger que par la présence incongrue d'un catamaran. Je me suis rendu compte quand mon groupe est retourné à Dany qu'il ne fallait pas rebâtir la ville comme nous l'avions prévu. Les bâtiments si splendides jadis étaient en ruine, mémorial de la haine qui les a consumés. Trop de gens sont tombés à cause de cette haine, à cause des préjugés et de l'avidité auxquels elle a donné naissance. En regardant hors de la caverne, j'ai décidé d'écrire un nouvel âge. Un âge qui aiderait les Dany survivants à recommencer, libérés des tragédies du passé. Ainsi, avec le soutien de mon épouse Catherine, j'ai laissé le passé de côté pour écrire un futur. Plus d'1 année est passée depuis que j'ai fini d'écrire Rilishan. J'ai eu une nouvelle fille qui, je l'espère, me rejoindra un jour dans cet âge. Et lorsque je pense à Yisha rencontrant les Dany, ces braves femmes et hommes qui se bâtissent une nouvelle vie,
je me rends compte que j'ai moi aussi une nouvelle chance. Une chance d'apprendre de mes erreurs et de laisser le passé derrière moi, une fois pour toutes. Décidément, ces intros sont vraiment classe. Bon. Avec la sortie de Riven, c'est la fin d'une première période pour la série. Je ne me base pas sur grand chose, mais j'ai pris l'habitude de la diviser en 3. Tout d'abord Myst et Riven, des point and click à écran fixe de Cyan réalisés par les frères Miller sur une musique de Robin Miller. Puis Myst 3 et 4, des point and click à 360 degrés réalisés par des studios tiers sur une bande originale de Jack Wall. Et enfin Myst 5 et Uru, de nouveau réalisés par Cyan, mais en 3D temps réel sur des compositions de Tim Larkin. Bon, ça ne fonctionne pas vraiment parce que Uru est sorti un an avant Myst 4, mais ça me simplifie un peu les choses. Bref, après la sortie de Riven, c'est une page qui se tourne et beaucoup de choses changent. Pour commencer, la série a sérieusement failli s'arrêter là. Pour les frères Miller, l'histoire était terminée et une suite de plus serait forcément une suite de trop. Et après 7 ans à travailler sur Myst, ils veulent passer à autre chose. C'est ce qu'ils feront à moitié, car si Rand continuera à travailler avec Cyan sur un projet secret qui porte le nom de code Mudpie, Robin prend le large avec de nouveaux projets personnels divers et variés, comme le cinéma, puisqu'il réalisa en 2013 le film indépendant The Immortal Augustus Gladstone, dans lequel il interprète un vampire sur qui une équipe de tournage consacre un documentaire. Un petit film plutôt sympa et touchant, sorte de version intimiste de What We Do in the Shadows, disponible maintenant gratuitement et en intégralité sur YouTube. Depuis, il a collaboré à plusieurs courts-métrages via sa maison de production Zoobrek, comme The Hero Pose dont il a assuré le montage, ou le chouette documentaire Little Potato dont il a signé la bande originale, et qui parle de l'homosexualité en URSS. Il travailla aussi sur une histoire de science-fiction en film ou en roman sous le nom de Project Green Tea, un mi-chemin entre La Planète Sauvage et Miyazaki mais qui semble au point mort depuis pas mal d'années. Mais revenons à Myst, et fallait pas rêver, même si pour les Miller c'était terminé, on ne clôture pas comme ça l'une des franchises les plus plébiscitées, et Ubisoft, qui détient les droits, insiste fortement auprès de Cyan pour mettre en chantier la suite de la série. Il y aura donc bien un Myst 3, mais pas développé par Cyan, qui se concentre sur son projet de tarte à la boue. Cyan et Mattel, qui détient aussi les droits, c'est un petit peu compliqué, font alors passer des auditions à des studios indépendants pour réaliser le futur jeu. Et c'est le studio américain Presto, auteur de la série The Journeyman Project, et qui est venu avec plusieurs idées de scénarios qui seront abandonnées, qui décroche la timbale. Le jeu sort en 2001 sur ordinateur et en 2002 sur Xbox et PlayStation 2. Ce troisième épisode se déroule 10 ans après les événements de Riven, dans la continuité du troisième roman, histoire de perdre un peu plus les joueurs qui ne suivent la série que de loin. Atrus a abandonné son idée de rebâtir Danae et à la place écrit un nouvel âge pour les survivants, Relishan. Atrus vous invite chez lui pour vous montrer ce nouveau monde, mais c'est le moment que choisit un mystérieux personnage pour voler le livre de Relishan dans un plan super classe. Il s'enfuit en laissant derrière lui un livre de liaison sur lequel vous posez la main pour le rattraper pendant qu'Atrus ne vous aide pas du tout. Atrus est encore une fois interprété par Rand Miller, mais le voleur de Relishan que l'on tentera d'arrêter est interprété par un vrai acteur, un second couteau que j'adore, Brad Dourif. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous l'avez sûrement vu en Billy dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, en Grima langue de serpent dans Le Seigneur des Anneaux, en Poupée diabolique dans les Chucky, en Dr. Jellyman dans Alien Résurrection, ou en Pierre de Vries dans le Dune de David Lynch, qui a accepté de jouer dans Myst 3 car il aimait beaucoup la série. C'est le moment où je vais essayer d'être objectif sans être sûr d'y parvenir, car cet épisode a une place à part pour moi, puisque c'est avec celui-là que j'ai découvert très jeune Myst en jouant avec mon père. J'associe donc à des souvenirs particuliers, et cette nostalgie fausse sans doute mon jugement. J'aime, vous l'aurez deviné, beaucoup ce jeu. Il est moins original que ses deux prédécesseurs, mais il comporte quand même des nouveautés. La principale étant bien sûr que l'on ne doit plus se contenter d'écrans fixes, mais que nous avons maintenant en permanence, même pendant les cinématiques, ce qui est un peu inutile, une vue à 360 degrés avec son localisé, ce qui augmente grandement l'immersion. Et encore une fois, c'est magnifique. Les graphismes sont fabuleusement beaux pour l'époque, et ce jeu est resté longtemps pour moi le maître étalon de ce que l'on pouvait faire sur un ordinateur. L'esthétique des environnements emprunte beaucoup à Riven, mais trouve sa propre ambiance, sa propre tonalité. Les âges sont variés et agréables à arpenter, avec chacun une atmosphère à part et réussie. Et en plus, c'est dans ce jeu que se trouve l'âge d'Amateria, le préféré de beaucoup de joueurs, dont je ne révélerai pas la résolution. Une autre petite nouveauté concerne les journaux. Encore une fois, il y a beaucoup de lectures, et cette fois-ci, il est même littéralement impossible de finir le jeu sans tout lire très attentivement. Le journal d'Atrus nous est donné dès le début du jeu et résume brièvement le troisième roman. Mais le journal de l'antagoniste vous parviendra page par page.
Alors bien sûr, c'est absurde qu'il ait laissé des pages comme ça de partout, mais ça permet de découvrir son histoire par fragments, ce qui est sympatoche comme disent les jeunes. Autre point plus anecdotique, il y a maintenant une fonction éclair pour se déplacer plus vite et éviter les nœuds inutiles. Dernier point à mentionner, mais pas des moindres, la géniale musique de Jack Wall. Il parvient à proposer une musique orchestrale grandiose qui s'intègre parfaitement à l'univers, quand même, il faut le dire, plutôt pépère de Myst. Et certains de ces thèmes sont devenus les plus emblématiques de la série, alors que la musique des jeux originaux était à la limite de l'ambiance sonore. La bande originale se vendit d'ailleurs très bien, et Jack Wall remportera plusieurs prix pour ses compositions, lui permettant de se faire un nom dans le milieu et de se voir confier par exemple plus tard les musiques de Mass Effect. Malheureusement, si les critiques sont encore une fois très positives et que personne ne trouve rien à redire sur les graphismes et le son, c'est avec ce 3e épisode que l'intérêt du public commence à s'essouffler. Le jeu s'écoule à 1,5 million d'exemplaires, ce qui est bien mais pas top quand les épisodes précédents se sont vendus à plus de 9 millions de copies. Je n'ai pas réussi à trouver si c'était directement lié, mais Presto Studio fermera l'année suivante. Ce qui est bien dommage quand on voit ce qu'ils avaient pu faire avec Myst alors que ce n'était pas leur licence. Durant 10 ans, je n'ai eu aucune nouvelle d'Atrus et de Catherine. En me laissant tomber dans la faille de Riven, j'avais regagné mon monde sain et sauf, et j'essayais de mener la vie la plus normale possible, après ces événements. Et puis, un jour, j'ai reçu une lettre. Je ne sais toujours pas comment il est parvenu à retrouver ma trace, mais il m'invitait à Tomana, l'endroit où lui et Catherine s'étaient installés. J'acceptais avec plaisir l'invitation. Tomana est un oasis magnifique perdu dans le désert. Catherine m'y accueillit et me présenta Yisha, leur fille. Elle me dit de patienter dans le bureau d'Atrus, qu'il était très impatient de me montrer l'âge et qu'il ne tardera pas. Cet âge, c'est Relishan. Dans son courrier, Atrus m'explique qu'après avoir tenté de reconstruire Danae avec les quelques survivants, ils en étaient venus à la conclusion qu'il fallait mieux pour eux repartir de zéro, dans un monde neuf, loin de la fierté nocive des damnés. Atrus a donc passé les dernières années à écrire l'âge le plus accueillant et le plus stable qu'il pouvait, et il l'a appelé Relishan. L'âge est maintenant achevé et il souhaite me le montrer. Dans son bureau, je vois le livre descriptif de Riven, et sa fenêtre me confirme qu'il a bel et bien fini par s'effondrer. Heureusement que ses habitants sont en sécurité sur Thay. Effectivement, Atrus ne me fit pas attendre longtemps, mais à peine avons eu le temps d'échanger quelques salutations, qu'un individu fit éruption derrière moi dans l'étude, s'emparant d'une pierre de feu qu'il nous jeta dessus. Il fit voler en éclats la protection du livre, s'empara de Relishan et disparut en posant la main sur un livre de liaison. Tout cela s'est déroulé en quelques secondes et dans la précipitation du mouvement, je n'ai pas hésité un instant à poser à mon tour la main sur le livre au sol pour rattraper le voleur. J'apparus au milieu de rochers et de dunes, mais je ne pris pas le temps d'admirer le paysage. Je poursuivis le voleur sur une succession de passerelles et d'échelles, mais il connaissait mieux les lieux que moi et réussit à s'enfermer dans un bâtiment. Par la vitre, je le vis poser la main sur un autre livre de liaison et disparaître avec Relishan. Puis un mécanisme mit ce livre hors de portée. Bon, réfléchissons. Le voleur m'a échappé, mais il ne semble pas vouloir détruire le livre, sinon il l'aurait déjà fait. Atrus ne m'a pas rejoint, ils doivent donc être en train d'éteindre l'incendie à Tomana. J'espère qu'ils y parviendront vite et qu'ils pourront me rejoindre ici avec un livre de liaison. Sinon, bon. Calmons-nous et explorons un peu les lieux. Cet âge est une petite île ensablée, avec en son centre une profonde dépression qui abrite un petit lac bien en dessous du niveau de la mer. Mais ne nous mentons pas, le plus insolite ici est la présence de ces 4 gigantesques défenses. Il y en a 3 en périphérie de l'île, et la 4e est celle où le voleur s'est enfermé. En observant plus en détail son architecture, j'aperçois à sa base une sorte de maison avec des vitraux. J'y vais. Les portes ne sont pas fermées et je découvre un bureau où le voleur semble s'être établi. Il y a aussi un ascenseur qui permet d'accéder à la pièce au sommet de la défense. Le mécanisme est saboté, mais l'individu a laissé sur place les indications pour le remettre en marche. J'ai l'impression que son plan est de me faire monter et qu'il souhaitait juste un peu de temps pour pouvoir s'enfuir vers un nouvel âge. Une fois l'appareil remis en fonctionnement, j'accède au sommet du bâtiment. Il y a dans cette pièce 3 projecteurs. Je les actionne et sur le plafond apparaît une image d'Atrus s'adressant à ses fils. Mais très vite, l'image se brouille et c'est le visage du voleur qui apparaît. Bonjour, Atrus. Cela fait longtemps. Désolé de ne pas t'accueillir en personne, mais j'ai pensé que ça ne serait pas sage, vu le temps que l'on m'a fait passer ici. Piégé dans ces mondes pédagogiques par 2 petits garçons très cupides. Tes fils, Atrus, Cyrus et Akenar. Bien sûr, ils ne sont plus si petits que ça, plus aussi innocents.
J'ai réfléchi à l'innocence ces dernières années et à ce qui se passe quand l'innocence disparaît. Trouve les 3 symboles, Atrus. Ne me fais pas attendre une éternité. La vengeance. Voilà donc la motivation de cet homme sans doute originaire de l'un des mondes pillés par Cyrus et Akenar. Dans la suite du message, l'homme ordonne à Atrus d'explorer 3 âges pour pouvoir retrouver Relishan. Il semble avoir mûrement réfléchi son plan. Mais il ne se doutait pas que ce ne serait pas Atrus qui le poursuivrait. Je redescends dans la maison du lac en espérant trouver des indices qui pourront m'aider à mieux comprendre la situation. Il y a en bas diverses expériences. Un portrait sans yeux peint sur un mur et un journal appartenant au voleur. Je le lis avec attention mais il manque des pages, ce qui rend le récit très parcellaire. Mais j'en sais déjà maintenant un peu plus. En faisant le tour de l'île pour prendre l'air, j'essaie de faire le point sur tout ce que j'ai appris. Le voleur se nomme Saavedro et vient d'un âge au nom merveilleux de Narayan. Il s'agit d'un des innombrables âges pillés par les 2 frères. Saavedro a été piégé ici il y a 20 ans, loin de sa famille et de ses enfants. De la même manière qu'Atrus a été piégé sur Kavir ou Catherine à Riven. Il a récemment trouvé le moyen de s'évader et de se venger de la famille d'Atrus en volant Relishan. Quant à l'âge où je me trouve, il s'appelle Jinanin. Dès le moment où j'y ai posé le pied, je trouvais qu'il était différent des autres mondes écrits par Atrus. Et il y a bien une raison à cela. Jinanin est un âge pédagogique. Un âge écrit par Atrus est destiné à ses fils afin qu'ils apprennent les grandes lois qui régissent l'équilibre des âges. On peut accéder à 3 autres âges dont les livres se trouvent dans les défenses. Voltaic, Edana et Amateria. Saavedro a modifié les machines pour forcer Atrus à revisiter ces 3 mondes. Mais bon, j'ai l'impression que c'est à moi de le faire. Je ne devrais pas avoir trop de problèmes à résoudre des énigmes élaborées pour des enfants. Enfin, j'espère. Après quelques temps de tâtonnement, je parviens à ouvrir les 3 défenses. Celle de Voltaic en manipulant des réflecteurs lumineux, celle d'Edana en observant la faune et la flore de l'île, et celle d'Amateria avec un peu de logique. J'ai maintenant les 3 livres à portée de main. Puisqu'il faut bien commencer quelque part, je choisis Voltaic. Voltaic est un âge étrange, un canyon aux falaises de grès ocre perdu au milieu de l'océan. Il ne semble pas avoir été habité par des autochtones, mais Atrus y a construit de gigantesques machines et des passerelles qui ont des allures de gigantesques cages thoraciques. Ce monde a été écrit par Atrus pour enseigner à ses fils quel type d'énergie pouvait être utilisé dans les âges. Dans une des galeries, je trouve un diagramme qui semble indiquer les différentes sources d'énergie de l'île. Pour l'instant, aucun indicateur n'est éclairé. Je trouve peu après un barrage que j'ouvre ainsi qu'un système hydraulique que je mets en marche. La première diode s'allume, je suis sur la bonne voie. De l'autre côté de l'île, en traversant la cage thoracique, j'accède à une autre installation contenant de la lave. Après quelques essais infructueux, je parviens à faire fonctionner des ventilateurs grâce à la chaleur de la roche en fusion. Après l'hydraulique, voici donc le thermique. Ces 2 choses faites, j'ai maintenant accès à une porte qui était fermée jusque-là. En prenant un long chemin qui, je le suppose, me conduit sous l'espèce de coffre-fort près duquel je suis apparu, je trouve un gigantesque électroaimant. Je le manipule pendant des heures et des heures pour rétablir tous les circuits électriques. Je me dis presque que si c'est ce genre d'activité qu'Atrus réservait à ses fils, ce n'est pas étonnant qu'ils aient mal tourné. L'électroaimant remis en marche, il ne me reste qu'une machine basée sur la vapeur à actionner. Là encore, je passe des heures à tourner des valves dans tous les sens pour arriver à la pression exacte voulue par Atrus. Cela gonfle un dirigeable dans lequel je prends place pour une petite balade à travers les canyons. Une balade qui me ramène à mon point de départ. J'actionne un dernier levier et je dois dire que le résultat était plutôt inattendu. En montant là-haut et en pénétrant dans le coffre-fort, je découvre un symbole que je reproduis, et un livre pour entrer sur Janine. J'en déduis que la leçon est terminée.
Le deuxième âge que je visite est Edana. Un magnifique arbre émergeant d'une mer tropicale qui possède toute une jungle verticale dans son écorce. Pas la peine d'être un devin pour en déduire que je suis entré dans la classe de sciences naturelles. Vu que je suis apparu au sommet de l'île, je comprends vite que le but est de s'enfoncer le plus profondément possible dans l'humidité et la chaleur. Durant cette expédition spéléologique végétale, je retrouve, tout comme à Voltaic, des pages du journal de Saavedro, des enregistrements où il s'adresse à Atrus, et de grandes fresques où il raconte ce qu'ont fait Cyrus et Akenar à Narayan. Il y raconte comment ils ont poussé les habitants à renier leurs traditions et comment ils ont déclenché une guerre civile sanglante. Tout ça par goût du chaos. C'est pour ça que Saavedro voulait forcer Atrus à explorer ses propres âges pédagogiques. Il voulait le forcer à voir les actions de ses fils en face. Ce que Saavedro ignore, c'est qu'Atrus lui aussi avait été piégé par ses fils. Je me sens mal pour lui. Cet homme a presque tout perdu. Après des heures et des heures d'errance dans cette jungle suffocante, je parviens à trouver le deuxième symbole et à rentrer sur Jinanin. Le troisième âge se nomme Amateria, et je dois dire que c'est une véritable œuvre d'art. J'y reconnais le goût d'Atrus pour la géologie car ce monde contient des formations remarquables. De larges orgues basaltiques, des concrétions de sels et de soufre, des roches luminescentes. Il s'y trouve également tout un réseau de passerelles et de pagodes d'une magnifique architecture. Les mécanismes de cet âge sont basés sur le mouvement. L'île entière est un gigantesque circuit de billes géants coupé par 3 grands mécanismes. Je devine que la résolution de ces 3 machines rétablira les 3 portions de pont manquantes pour accéder au dernier symbole. Le but est donc de faire en sorte que la bille accomplisse sans encombre le circuit complet. Pour l'instant, ce n'est pas gagné. Le premier mécanisme est basé sur des ultrasons. Cela me nécessite beaucoup d'allers-retours, mais j'en viens à bout. Le deuxième mécanisme repose sur un système de poids et de contrepoids. Grâce aux expériences que j'ai entrevues dans le bureau de Saavedro et en résolvant quelques équations, je parviens à trouver le poids et le point d'équilibre approprié. Le troisième mécanisme fait lui passer la bille entre 2 grands cadrans. Je brise beaucoup de globes mais finis par y arriver. Quant au contenu de la grande pagode, je ne peux dire qu'une chose. Bravo l'artiste. Si toute cette histoire se termine bien, je demanderai à Atrus si je pourrais revenir à Materia. Enfin bref, maintenant j'ai le dernier symbole. Les 3 symboles en ma possession, j'ai maintenant accès au livre de Narayan que Saavedro a utilisé. Narayan est aussi un âge pédagogique mais celui-ci est habité. Le peuple de Narayan vivait en symbiose, avec de gigantesques arbres qu'ils tressaient et dans lesquels ils avaient construit leur demeure. En tout cas, c'est ainsi qu'ils vivaient avant l'arrivée des 2 frères. La liaison avec Narayan me fait arriver dans une salle aux murs couverts de symboles, au sommet d'un arbre à treilles. En montant un escalier extérieur, je me retrouve face à Saavedro. Il comprend enfin que je ne suis pas Atrus. Cela le met hors de lui. Il s'en veut de ne pas s'être assuré d'être suivi par le damné. Il s'en veut surtout car nous sommes bloqués tous les 2. L'arbre sur lequel nous nous trouvons est entouré par 2 champs de force impossibles à franchir, à moins d'entrer une combinaison précise de symboles. C'était la dernière épreuve d'Atrus, pour s'assurer que ses fils avaient acquis la sagesse nécessaire pour rencontrer les gens de Narayan. Saavedro n'a jamais réussi à lever les barrières. Il veut que je le fasse, que je résolve l'énigme pour lui. Et il a un moyen de pression. Le livre de Relishan. En un instant, il peut le jeter dans le vide et anéantir le travail d'Atrus et tout espoir de revoir les survivants de damnés, qui ont commencé à s'installer là-bas. Je vais donc me pencher sur ces mécanismes. Il y a 2 appareils dans lesquels il faut entrer des symboles. Les combinaisons possibles sont infinies, mais il y a nécessairement une logique. Il fallait que ce soit quelque chose que Cyrus et Akenar pouvaient deviner après avoir visité les 3 âges précédents. Alors, après une longue réflexion, je comprends. Les symboles à rentrer sont les enseignements qu'Atrus a voulu communiquer via ces mondes. À Voltaic, que les forces exhortent au changement. À Edana, que l'interdépendance est voulue par la nature. Et à Amateria, que l'énergie active le mouvement futur. Il reste juste le dernier symbole, la leçon finale, celle de Narayan. Une leçon que j'avais lue dans les journaux d'Atrus et qui est pour lui essentielle. Une civilisation peut équilibrer un âge. Une fois tous les symboles inscrits dans les machines, le bouclier extérieur disparaît, laissant apparaître les nuages rosés de Narayan. Saavedro accourt me rejoindre. Il est stupéfait mais ne connaît pas encore la dernière précaution prise par Atrus. On ne peut désactiver qu'un champ de force à la fois. Pour rejoindre les autres arbres, il faut désactiver le premier bouclier et prendre place sur la navette pendant que quelqu'un inverse l'alimentation pour établir le bouclier intérieur et faire disparaître le bouclier extérieur. Saavedro m'ordonne d'inverser les champs de force quand il aura passé le premier bouclier pour qu'il puisse retrouver son peuple. J'aimerais lui faire confiance, mais il a toujours Relishan avec lui.
et je ne peux pas risquer de le perdre au dernier moment. Alors, dès qu'il s'avance et se retrouve hors de ma vue, je cours à l'étage couper l'alimentation générale du bâtiment. Les 2 barrières se referment immédiatement, bloquant l'homme sur la minuscule plateforme extérieure. Je redescends. C'est moi qui ai l'avantage maintenant. Rayleigh Shan est sa seule chance de salut. Je suis sa seule chance de salut. Il comprend qu'il n'a pas d'autre choix et me remet le livre. Il hurle, me supplie à genoux de lever la barrière. Avoir tant de douleur me fend l'âme. Il est resté piégé, seul, durant 20 ans. Sa solitude lui a même fait oublier les yeux de sa femme. Sa famille est peut-être à quelques centaines de mètres d'ici et il est maintenant piégé de nouveau. Je l'ai piégé. Je ne veux pas être responsable de tant de malheur. Saavedro n'est pas mauvais. Il a juste été brisé par les êtres les plus cupides que j'ai rencontrés. J'inverse les champs de force et remonte rétablir l'alimentation. Saavedro me remercie d'un signe, et je l'observe s'éloigner dans la nacelle. J'espère que sur l'autre arbre à treilles se trouvent des survivants, et que sa femme et ses 2 filles en font partie. Moi, je pose la main sur le livre de Tomana de Saavedro, et rentre retrouver Atrus et Catherine. Le 4e épisode de la saga sort en 2004, et oui, cette fois j'ai pas mis l'intro car je la trouve un peu moins bien. De nouveau, ce n'est pas Cyan qui développe le jeu, mais ce coup-ci l'histoire est un peu plus compliquée, et je dois vous prévenir que pour les prochaines minutes, les informations étaient un peu difficiles à trouver, alors ce que je vais dire doit être pris avec précaution. Revenons un peu en arrière. Avant que Presto ne soit choisi pour réaliser Myst 3, Mattel avait contacté le studio Dreamforge pour réaliser une suite à Riven. Le studio commence à travailler sur le jeu, mais prévient Mattel qu'il ne sera pas prêt avant un bon bout de temps. Du coup, Mattel fait passer le jeu de Dreamforge de Myst 3 à Myst 4, et fait donc appel à Presto pour réaliser plus rapidement un Myst 3 dont nous venons de parler, tandis que Dreamforge élabore tranquillement Myst 4. Sauf qu'un peu après la sortie d'Exil, vers fin 2002, Ubisoft récupère tous les droits de la série, et il décide d'annuler purement et simplement le jeu de Dreamforge pour confier la réalisation de Myst 4 à sa division montréalaise qui reprend le travail à zéro et ne conserve que la base du scénario. Alors je n'ai pas trouvé d'entretien consacré à ce sujet, mais j'imagine que les gens de Dreamforge l'avaient quand même plutôt mauvaise après 2 ans de développement. Mais en cherchant bien dans les recoins poussiéreux d'internet, on peut trouver quelques captures d'écran, des concept art et même des vidéos de ce Myst 4 abandonné. On peut y voir que contrairement aux autres jeux, il n'utilisait pas des graphismes précalculés, mais un moteur en 3D développé spécialement pour l'occasion. Apparemment, mais encore une fois les sources sont très peu nombreuses, le jeu aurait dû s'appeler Myst 4 Adventure Beyond the Dani Ultra World, ce qui est un titre très long pour une série dont les titres n'excédaient pas 5 lettres. On sait qu'en plus de nouveaux personnages, 4 âges auraient dû être jouables. Tomana que l'on a vu dans Exil, d'ailleurs Presto et Dreamforge avaient travaillé ensemble dessus, un âge du nom de Cascade dont voici des images et qui devait être centré sur l'eau, un âge glacé et un autre constitué d'un arbre géant. Enfin bref, ce jeu n'est jamais sorti et va rejoindre la longue liste des œuvres inachevées qui font fantasmer les joueurs, même si dans ce cas précis, beaucoup de fans de Myst ne sont même pas au courant de son existence. Ou de son inexistence plutôt. Parlons donc maintenant du vrai Myst 4, intitulé Révélation, que l'on a pu découvrir sur ordinateur à la rentrée 2004 et sur Xbox l'année suivante. Alors de quoi parle-t-il ? Eh bien toujours d'histoire de famille, et cette fois-ci Atrus vous invite chez lui en tant que thérapeute de couple. Le propos c'est que Cyrus et Akenar sont toujours bloqués dans leur âge prison, et que Catherine le vit très mal. Atrus a installé des chambres sécurisées qui leur permettent d'aller voir leur fils, mais Catherine reste tiraillée entre l'amour qu'elle porte à ses enfants et la conscience des crimes qu'ils ont commis. Parce que bon, ils ont quand même probablement causé la mort de centaines de personnes. Atrus fait donc venir son bon copain le joueur pour qu'il lui donne son avis impartial sur la situation et pour voir si, après 18 ans d'isolement, Cyrus et Akenar méritent d'être libérés. Sauf que badaboum, pile ce jour-là, ils s'échappent et Yisha disparaît. Voilà pour l'histoire. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'aime beaucoup ce jeu, mais je n'arrive pas à le prendre entièrement au sérieux, et c'est pour moi le plus inégal des 4. Dans les points très positifs, encore une fois c'est magnifique, il y a de la vie et du mouvement de partout, l'âge de Serenia en particulier est sublime, et c'est une tradition dans la série, des critiques lui ont donné le titre de plus beau jeu du monde à sa sortie. D'autant qu'il y a un petit effet de flou de perspective très réussi que vous pouvez de toute façon désactiver si c'est pas votre truc. Serenia est d'ailleurs d'une façon générale un des âges les plus développés et réussis de la série, avec sa société matriarcale qui transfère les souvenirs de ses disparus dans une conscience collective grâce à de grandes fleurs 5 ans avant Avatar.
Ensuite, on en reparlera un peu plus tard, la musique de Jack Wall est encore une fois impeccable, et se paye même quelques sonorités électro qui passent fort bien. L'ambiance sonore est également parfaite, avec de nombreux effets et 150 bruits de tapotage différents. Faites ce que vous voulez de cette information. Dans les nouveautés de gameplay, on peut noter l'apparition d'un appareil photo qui permet de faire des captures d'écran et de les annoter. Alors c'est sympa, mais je trouve quand même plus pratique de prendre ses notes à la main à l'ancienne, mais la fonction a le mérite d'exister. Et autre grosse nouveauté, on met rapidement la main sur un collier magique qui révèle des souvenirs associés à certains lieux ou objets, ce qui donne une autre façon d'avoir des éléments sur l'intrigue en plus des journaux. Cela étant dit, dans les points un peu moins positifs, il y a le scénario que je trouve ce coup-ci un peu faiblard. Ensuite, et c'est un comble pour Myst, je trouve que le jeu est à la limite de l'overdose de mécanismes et de machines bizarres. J'aime ça, mais là ça fait peut-être un peu trop. Là par exemple, c'est quand même un mécanisme très complexe quand juste 3 planches clouées suffisent. Ensuite, je sais que beaucoup les apprécient, mais je n'ai pas été transporté par les énigmes du jeu, que j'ai trouvé soit trop complexes, soit trop faciles mais longues et ennuyantes. Et je ne parle même pas de cette énigme interminable et un peu hors sujet avec les singes. C'est le jeu de la série principale sur lequel je me suis le plus cassé la tête. Les énigmes ne sont pas évidentes et un peu tirées par les cheveux par moments, avec mention spéciale pour la dernière énigme complètement mollassonne. Bon, elles sont difficiles si comme moi vous êtes un puriste qui ne veut pas d'aide, car dans le menu du jeu se trouve une section d'aide avec cartes et indices pour ne pas rester bloqué. Sauf que pas de bol, c'est un peu trop caché dans le menu, alors en fait beaucoup de gens n'ont pas trouvé la section d'aide. Autre paramètre un peu trop caché, la fréquence de la musique. Elle est excellente, mais le réglage par défaut la fait jouer en permanence, ce qui nuit un peu à l'expérience de jeu. Dans les petites choses améliorables, on peut aussi noter la version française pas parfaite et un curseur peu maniable. Mais je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression de ne dire que du mal, alors que le jeu est vraiment bien, c'est que juste voilà, il y a des petites choses qui clochent. Ah si, un truc. La première énigme où Atrus vous dit littéralement quoi faire. La fréquence est presque correcte. Tourne le bouton de droite. Non, la fréquence était bonne. Enfin, c'est pas du tout Myst, ça. Moi je veux me prendre la tête tout seul et être de mauvaise humeur. On pourrait aussi dire un petit mot sur la construction étrange de l'intrigue. Encore une fois, on peut visiter les âges dans l'ordre que l'on veut, mais en fait les 2 âges prisons ne servent qu'à avoir un indice pour le 3e âge. Du coup, si vous commencez par cela, vous pouvez les finir sans même comprendre à quoi ils servaient. Surtout que l'on peut facilement passer à côté de l'un des 2 indices. Mais bon, c'est bon, j'arrête de chercher la petite bête. Ah non, je suis quand même obligé de dire quelques mots sur cette séquence du jeu. Normalement, si vous l'avez fait, vous devinez de laquelle je parle, sinon je dirais juste 2 mots. Peter Gabriel. Pour les autres, Peter Gabriel a un peu collaboré à la série, notamment dans cet épisode où une scène clé de l'intrigue a pour bande originale une chanson de l'ex-chanteur de Genesis. Je ne vais pas en dire plus car pour beaucoup de gens c'est le meilleur moment du jeu, mais personnellement, quand il est arrivé, j'ai un peu pouffé. La séquence est bien et la musique aussi, mais c'est tellement improbable que mon jeu Myst soit coupé par une chanson de Peter Gabriel que je ne peux pas m'empêcher de rire un peu. Et encore une fois, cette séquence est loin de conduire à une grosse révélation, mais donne juste une partie de la réponse pour une énigme ultérieure. Bon, c'est bon. J'arrête vraiment de dire du mal, car je suis prêt à oublier instantanément tous ces défauts pour une seule raison. Et cette raison, c'est Spire. Spire est l'âge prison dans lequel est retenu Cyrus, et c'est une pure merveille. C'est de loin mon monde favori de la série, et je pense que l'exploration de Spire est mon moment préféré de tous les jeux auxquels j'ai joué. Cet âge avec sa pointe rocheuse aiguisée qui émerge d'un océan de nuages possède une beauté glaciale et une poésie à couper le souffle. Ajoutez à cela une musique de Jack Wall que je trouve sublime, qui allie résonances cristallines et cordes frottées languissantes, et c'est magnifique quoi. J'ai écouté ce morceau de la bande originale, Hunter Spire, pendant des dizaines et des dizaines d'heures. L'énigme de Spire étant loin d'être évidente, au bout d'un moment j'ai juste arrêté de me prendre la tête et je me suis posé pour regarder défiler les nuages. Pour cette seule séquence, je pardonne tous les points négatifs du jeu. Voilà donc pour Myst 4 Révélation. Encore une fois, le jeu a été très positivement reçu par les critiques et les joueurs, mais encore une fois, les ventes sont décevantes au regard de la popularité de la série 10 ans auparavant. En conclusion, je dirais que Myst 4 est une excellente suite de trop. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien. Après mon escapade forcée et mouvementée à Djinanin, je n'ai plus perdu contact avec Atrus et Catherine. Nous nous écrivions souvent,
ils me racontaient comment l'installation des damnés à Relishan se déroulait, comment eux-mêmes poursuivaient leur installation à Tomana, et comment Yisha grandissait. C'est d'ailleurs elle qui me conduit à Tomana, quand Atrus m'écrit pour me demander mon jugement sur une grave affaire. Quand j'arrivais dans son bureau, mon ami me dit la raison de sa demande. Comme j'aurais dû m'en douter, elle est en lien avec Cyrus et Akenar. Je ne lui avais jamais demandé ce qu'il avait fait des 2 livres de liaison de Myst. Je ne tenais d'ailleurs pas particulièrement à le savoir. Ils ont été brûlés. Mais les âges qui retiennent prisonniers les 2 frères existent encore bel et bien. Et il y a d'autres livres qui y mènent. Cyrus et Akenar y vivent seuls depuis 18 ans. Et Catherine ne parvient plus à vivre ainsi. Atrus a installé des chambres fortifiées qui leur permettent de voir leur fils en chair et en os, mais ça ne suffit pas. Catherine, actuellement à Teil, veut libérer ses 2 fils. Atrus, lui, ne sait pas si c'est une bonne idée, si cette vie d'ermite les a assagis. Leur crime et leur cupidité étaient terribles. Il veut donc que je juge pour lui, que je lui dise, impartialement, si pour moi les 2 frères sont dignes de confiance. Il veut tout d'abord me montrer les 2 âges grâce à son appareil à cristaux. Haven, celui d'Akenar, et Spire, celui de Cyrus. Mais les réglages n'étaient pas bons et l'appareil fait court-circuiter toute l'alimentation électrique de Tomana. Atrus me demande de rétablir le courant pendant qu'il va chercher des pièces de rechange à Rime. Je m'exécute. Tomana est devenu un endroit magnifique. Je n'ose même pas imaginer la quantité colossale de travail pour aboutir à un si beau lieu. Je vais remettre en marche le générateur hydroélectrique, mais en revenant vers le laboratoire d'Atrus, le sol se met à trembler. Un bruit sourd retentit suivi d'une explosion et d'un flash vert. La passerelle sur laquelle je me trouve s'effondre et je perds connaissance. Quand je réouvre les yeux, il fait nuit. J'ai dû rester inconscient plusieurs heures. Je cherche Yisha, mais elle ne répond pas à mes appels. Je cours au laboratoire pour entrer en contact avec Atrus, mais la liaison est très mauvaise et je comprends juste qu'une violente tempête le retient sur Rime. Je pars à la recherche de Yisha, mais sans plus de succès. Dans sa chambre saccagée, je trouve son pendentif. Elle me l'avait montré un peu plus tôt. Il vient de Serenia, un âge écrit par sa mère, et a la capacité de conserver des souvenirs. En le portant, j'ai des visions de la fillette affolée, poursuivie par quelqu'un. Je suis alors pris d'un terrible pressentiment. Et si l'un des 2 frères s'était échappé et l'avait prise en otage? Il faut que je m'en assure. Après quelques recherches, je trouve le passage qui conduit aux 2 livres de liaison et mes craintes se confirment. La chambre forte a été détruite par une explosion. Ils se sont échappés. Je dois faire vite, avant qu'un nouveau drame ne se produise. J'ai en face de moi les 2 livres, par lequel commencer. Haven, Spire. Dans mes souvenirs de Myst et de ma rencontre avec les 2 frères, Akenar semblait le plus imprévisible, le plus dangereux. Allez, c'est décidé. Je commence par Haven. Haven est une grande île sauvage aux côtes acérées. En arrivant, je comprends tout de suite pourquoi Akenar s'est laissé prendre par cette prison. Un grand voilier est échoué sur la côte. Sans doute dans son esprit malade la promesse de 1000 trésors. Je commence mon exploration par là. Yisha peut être n'importe où. Il me faut fouiller méticuleusement chaque détail. Vu la densité de la forêt derrière les rochers, la tâche ne sera pas aisée. L'exploration de l'épave ne m'apporte rien. Akenar semble y avoir élu domicile dans un premier temps, mais a dû le quitter il y a des années. Je ne retrouve que d'anciens journaux dans lesquels il écrit sa folie. Il me faut donc m'aventurer dans la jungle. Je monte sur un promontoire pour avoir une vue d'ensemble. La jungle est magnifique mais immense. Je ne sais pas par quel côté commencer. De toute façon, le sort ne me laisse pas le choix. En redescendant, j'effraie sans faire exprès un étrange animal, qui en s'enfuyant soulève un pan de toile qui, pris dans le vent, m'emporte au-dessus de la jungle et me projette dans les arbres. Donc je me corrige. Cette forêt est magnifique, et cette forêt est habitée. Hostile aussi sans doute. Perdu, je passe des heures et des heures à retrouver mon chemin. Je traverse des forêts où vivent de petits singes, des marais avec d'étranges créatures bipèdes, et des herbes hautes avec de terribles félins qui heureusement semblent m'ignorer. Mais ce qui me fait encore plus frémir, c'est la folie d'Akenar. Je retrouve ses anciennes caches, ses journaux. Ils témoignent d'une fascination totale et morbide pour la chasse.
Pour se protéger, il installe des barrières aux mécanismes complexes mais inutiles. Il sculpte également de grands totems, comme pour entrer en communion avec ses proies. Je finis par trouver et pénétrer dans la cabane qu'il a bâtie sur un lac. Un travail qui a dû être colossal. Je n'y trouve pas Yisha, mais un étrange changement dans ses journaux. En se liant avec les petits singes, il semble retrouver petit à petit la raison. Car un peu plus loin, je découvre une cabane perchée dans laquelle il vivait en compagnie des primates. Peut-être que je me suis trompé. Qu'au final, cet isolement l'a vraiment changé, et qu'il n'est pas responsable de la disparition de Yisha. J'ai perdu trop de temps, il faut que je rentre à Tomana et parte sur Spire. En réapparaissant dans la chambre forte, j'aperçois par la fenêtre une silhouette prendre la fuite en posant la main sur un livre qui tombe au sol. Je me jette aussitôt à sa poursuite. Je remonte, franchis les passerelles en courant jusqu'à retrouver le livre sur le ponton. C'est le livre pour Serenia. Je pose la main dessus. En arrivant, le collier me donne de nouvelles visions. C'est bien ici que Yisha a été amené. Bien sûr, faire le tour de Tomana m'a pris trop de temps et la personne doit être loin maintenant. Serenia est un âge magnifiquement reposant. J'y reconnais le style de Catherine. Jamais Atrus n'aurait écrit un monde si spirituel, où les lois de la physique se plient face à la poésie. Après avoir traversé un sublime dédale d'eau et de roches, je rencontre une protectrice. Serenia est vaste. Le lieu où mène le livre est un territoire spirituel uniquement peuplé de femmes. Les hommes se consacrent aux activités pénibles, bien plus loin, au village. La prêtresse me dit qu'elle n'a pas vu Yisha depuis plusieurs semaines, mais que ma venue lui avait été prédite par un songe. Les protectrices de Serenia possèdent un rapport très intime avec le monde des rêves, comme elles l'appellent. Un continent non physique qu'elles explorent avec l'aide d'un guide spirituel et qui détient la mémoire de tous leurs disparus. J'aimerais avoir le temps d'en apprendre plus ou de m'extasier sur la grâce envoûtante de cet âge, mais je n'ai pas le temps. Et les sabotages que je vois un peu partout et qui me sont confirmés par les protectrices me disent que Cyrus doit être ici. Je finis même par localiser l'endroit où Yisha pourrait être retenu. L'ancienne chambre de mémoire. Elle est située à l'écart et n'est plus visitée depuis des siècles. L'entrée principale est condamnée, mais je parviens à m'y introduire par le puits d'un bathyscaphe. Dans ce tunnel, je me retrouve bloqué par une serrure lumineuse sophistiquée qui m'apprend deux choses. Premièrement, ce ne peut être que l'œuvre de Cyrus, et Yisha doit donc être derrière. Mais deuxièmement, et malheureusement, il doit y avoir des millions et des millions de combinaisons. Et ma seule chance de comprendre ce mécanisme est d'aller sur Spire. Je sais que je suis pris dans une course contre la montre, mais en arrivant au sommet de l'aiguille rocheuse de Spire, je n'ai pu que rester interdit de longues minutes, frappé de stupeur par le grandiose vide devant moi. Jamais je n'avais vu d'endroit semblable à celui-ci. Je suis au sommet d'une montagne si haute que sa cime dépasse un océan de nuages. Je descends prudemment les escaliers le long de la pointe rocheuse, pris par la beauté brute de cet âge. Ici, plus que partout ailleurs, je prends conscience du formidable pouvoir de l'écriture. Spire est une cathédrale. Je crois reconnaître des vestiges de colonnes, des ruines de contreforts, des traces d'arcs-boutants effondrés. Pourtant, je le sais, personne n'a jamais sculpté ces cristaux. Atrus les a écrits. Et dans l'infini arbre des possibles, il y avait nécessairement, dans une minuscule parcelle de l'un des innombrables cosmos, un endroit lentement ciselé par les éléments pendant des millénaires qui prendrait cette allure majestueuse. Plus bas, je découvre une œuvre de Cyrus. Il a patiemment reproduit en taillant les cristaux le tableau peint par Anna que j'avais vu à Tomana. Je réalise alors combien cette prison est dure. Haven n'est pas hospitalier mais a des ressources. Ici, il n'y a que des pierres froides et humides et de maigres végétaux qui poussent dans des fissures. En passant par un boyau, je parviens à descendre un peu plus et je constate que Cyrus est parvenu à exploiter au mieux le monde dans lequel il était coincé. Les roches de Spire possèdent d'étranges propriétés. Non seulement elles possèdent une charge électrique, mais certaines peuvent flotter dans les airs. En trouvant son journal, je comprends que pendant 10 ans, il a tenté de rejoindre le pic que l'on peut apercevoir au loin. Il était persuadé qu'après avoir visité l'âge, Atrus s'était jeté dans le vide avant de poser la main sur son livre de Myst.
et que celui-ci se trouve donc quelque part au sol. N'arrivant pas à descendre plus bas que les nuages, il a patiemment mis au point un vaisseau pour rejoindre l'autre sommet, en espérant qu'il y trouvera un moyen de poursuivre sa descente. Quand j'arrive à mon tour sur ce deuxième sommet, je n'ai pas besoin d'utiliser le collier de Yisha pour deviner la déception de Cyrus, et la rage qui a dû le consumer. Il n'y a pas de sol. C'est un débris de météore en orbite autour d'une géante gazeuse. Le livre pour Myst n'existe plus. Spire est une prison parfaite. Du moins, elle était parfaite avant qu'Atrus n'installe la chambre forte. Car à partir de ce moment, Cyrus a tout fait pour mettre au point, en utilisant la résonance des cristaux, un moyen de la détruire et de se venger. J'ai exploré encore longuement les galeries de Spire à la recherche d'indices. J'y trouvais les machines les plus folles possibles, témoignant de l'intelligence et de la fourberie de son hôte. Dans un de ses journaux, il écrit même que la sculpture que j'ai vue en arrivant n'était qu'un stratagème pour attendrir sa mère. C'est finalement au plus profond de la roche, sur un ascenseur, que je revis le même cadenas lumineux que sur Serenia, et celui-ci, ouvert, me donna la combinaison utilisée par Cyrus. Je n'ai plus une seconde à perdre. Je retourne précipitamment à Serenia ouvrir la porte fermée. Je pénètre ainsi dans l'ancienne chambre mémoire des protectrices. Dans un coin de la pièce, je découvre Cyrus, inconscient dans un caisson. J'ai peur d'arriver trop tard. Je monte à la hâte les escaliers et arrive dans une pièce plus petite où je vois Yisha sanglé à une chaise. Je fais le tour de la console pour la libérer, mais au moment d'actionner le levier, Akenar arrive et met en joue la petite fille. Il dit que ce n'est pas Yisha, que Cyrus, en utilisant la chambre de mémoire, a transféré sa conscience dans l'enveloppe corporelle de la fillette, dans le but de berner ses parents. Akenar dit qu'il a essayé de l'arrêter en sabotant la chambre, mais qu'il n'a pas été assez rapide. Encore une fois, je me retrouve face à un dilemme terrible. Si je me trompe, Cyrus nous tuera tous les deux. Yisha essaye de me convaincre qu'elle est bien elle, mais il y a quelque chose d'étrange dans sa voix. Une intonation, un phrasé que je ne lui connaissais pas. Et puis, j'ai lu les journaux d'Akenar. Il m'a l'air bien plus honnête qu'à l'époque de Myst, alors que Cyrus est encore pire. Allez, que diable, je lui fais confiance pour cette fois. J'ai bien fait. Cyrus se trahit au dernier moment. C'était bien sa conscience qu'habitait le corps de Yisha. Une conscience que je viens d'éjecter. Mais le cauchemar n'est pas encore fini. Le corps de Yisha est maintenant une enveloppe vide. Sa conscience ne parvient pas à revenir d'elle-même dans son corps et elle a besoin d'aide. Akenar me dit d'aller chercher l'aide des protectrices pendant que lui remet en place la chambre de mémoire qu'il avait détruite pour bloquer Cyrus. Maintenant, c'est le retour de Yisha que son action empêche. Je l'ignorais alors, mais à cet instant, Akenar se sacrifia pour sauver sa sœur. La chambre de mémoire est remplie d'un gaz toxique et Akenar le savait. Je ne le revis plus. J'allais donc trouver les protectrices et les mis au courant de la situation. Elles me dirent que la seule façon de sauver Yisha est que j'aille moi-même dans le monde des rêves. Une chose normalement interdite aux non-initiés, et encore plus aux étrangers et aux hommes. J'allais m'allonger sur l'autel, et je dois dire que la suite est très floue dans mes souvenirs. Je ne me souviens que d'un sentiment de liberté et de légèreté. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans le monde astral, ni comment j'ai retrouvé Yisha. Je me souviens juste de mon retour à Tomana, et des quelques mots qu'Atrus m'adressa. Aujourd'hui, il a perdu 2 fils, mais sa fille est saine et sauve. Ce sera difficile, mais il va leur falloir vivre avec un fardeau de plus sur le cœur. Parfois, les fins sont définitivement écrites. Mais peut-être ne sont-elles que de nouveaux commencements, et peut-être que plus une fin est douloureuse, plus les espoirs pour le prochain chapitre sont grands. Pardon. Allô ? Excusez-moi. C'est pas vraiment fini en fait. Enfin si, l'histoire de l'étranger, tout ça, c'est fini, mais il reste des jeux. Du coup peut-être qu'il faudrait qu'on en parle, non ? Oui ? Vous êtes d'accord ? Bon. On y retourne alors. Et oui, ce n'est pas fini, et vous remarquerez que je ne respecte vraiment pas du tout l'approche chronologique que je m'étais fixée. Nous commençons ce nouveau chapitre de la saga Myst 1 an avant la sortie de Révélation avec un nouveau jeu, Uru Ages Beyond Myst. Si j'ai choisi d'abord de parler de Myst 4, c'est car Uru est un spin-off de la série principale Myst, et c'est peu dire que beaucoup de choses changent.
Concrètement, ça c'était la première image de Myst, et ça c'est une des premières images d'Uru. Alors accrochez-vous car il va y avoir beaucoup d'informations d'un coup. Déjà, contrairement au jeu dont nous avons parlé jusqu'ici, il s'agit cette fois-ci d'un jeu à la troisième personne où vous contrôlez un avatar personnalisé, car à la base, Uru devait être un jeu en ligne multijoueur. Un jeu très ambitieux dans lequel des dizaines de milliers de joueurs auraient dû explorer ensemble les ruines de la cité d'Année, et chaque mois résoudre de nouvelles énigmes et explorer de nouveaux âges. Un Meuporg entièrement tourné vers le lore et l'exploration sans danger immédiat et où les joueurs n'auraient pas de statistiques de personnages. Une idée que je trouve très intéressante qui misait tout sur le jeu de rôle mais qui ne se concrétisa jamais vraiment. Autre grosse différence avec Myst, Uru se déroule clairement sur Terre de nos jours. Ce qui veut dire que même s'il n'était pas censé être situé dans le temps ou l'espace, on peut rétroactivement en déduire que Misthaven se déroule en 1806, Exil en 1815 et Révélation en 1824. Autre information importante, le royaume des damnés ne se trouve pas au Moyen-Orient comme le laissaient supposer discrètement les romans, mais en Amérique. Et là aussi on peut être très précis car l'entrée du tunnel pour damnés se trouve dans le comté d'Eddy au Nouveau-Mexique. L'histoire en toile de fond d'Uru commence en 1987, quand quelqu'un découvre donc un tunnel permettant d'accéder à la cité en ruine des damnés. Dans les années qui suivent, plusieurs expéditions archéologiques y sont menées par le docteur Watson. En 1997, il crée avec d'autres scientifiques exploreurs le CRD, le Conseil de Restauration d'Année, dont la mission est de restaurer la cité et les âges encore intacts. Les membres du CRD sont interprétés par les développeurs eux-mêmes. Par exemple, le Dr Watson est joué par Richard Watson, ou Rawa pour les fans, qui travaille chez Cyan depuis ses débuts, qui chapeaute tout ce qui touche à l'univers des damnés et qui répondait inlassablement aux questions des fans sur les forums. Là où ça se complique un peu, c'est que Uru ajoute en fait une nouvelle couche de réalité à l'univers de Myst. Et en fait, l'univers de Myst, c'est plus l'univers d'Uru que l'univers de Myst. Ça m'a l'air d'un bordel. Par exemple, dans la réalité, les frères Miller ont créé le jeu Myst. Ça va. Mais les frères Miller sont aussi des personnages de l'univers d'Uru, car dans l'histoire d'Uru, Robin et Rand Miller ont accompagné le Dr Watson dans une de ses expéditions à Danae. Et c'est à partir de cette expérience qu'ils ont réalisé le jeu Myst qui raconte l'histoire d'Atrus qui, dans le monde d'Uru, est une personne réelle. Pour faire simple, les personnages d'Uru pourraient jouer à Myst entre 2 journées de chantier. Mais dans l'univers d'Uru, les jeux Myst ne sont pas totalement fidèles à la réalité propre à Uru, ce qui veut dire, même si ça a l'air un peu absurde, que beaucoup de choses dans les jeux Myst ne sont pas canon dans l'univers de Myst. Pour mettre un peu de clarté dans tout ça, les joueurs utilisent les abréviations IC et OOC, qui ne veulent pas dire ici en personnage et hors du personnage, mais dans la caverne et hors de la caverne. IC signifiant que l'on se place dans la réalité d'Uru, et OOC que l'on se place dans la réalité, de la réalité. Les joueurs d'Uru tiennent beaucoup à cet aspect rôlistique et dans leurs discussions parlent de leurs aventures comme de la réalité, ce qui peut beaucoup perturber les nouveaux joueurs. Bon, déjà tout ça ce n'est pas évident, mais le développement en lui-même du jeu est aussi loin d'être simple. Je me suis beaucoup documenté, mais tout ça reste un peu flou pour moi, alors j'espère qu'il n'y aura pas d'erreur dans ce qui va suivre. Après la sortie de Riven, Cyan commence à travailler sur un projet nommé Dirt pour Dunny in Real Time, qui se transformera ensuite en Mudpie, que nous avons déjà mentionné pour Multi-User Dirt Personal Interactive Experience. L'objectif devient donc de faire un jeu multijoueur en ligne. Seulement, le développement prend de nombreuses années et de nombreux millions de dollars, et Ubisoft, l'éditeur, demande à Cyan de mettre au point une version jouable en solo d'Uru. Et c'est donc ce jeu, Uru Ages Beyond Myst, qui sort en novembre 2003, et dont nous allons parler dans un instant. Mais pendant ce temps, Cyan continue de développer la version multijoueur du jeu, dont la sortie a été repoussée, et ouvre une bêta en ligne pour quelques milliers de joueurs. Mais voilà, la version solo est assez mal reçue par le public, qui aurait préféré un nouveau jeu en point and click, et l'engouement pour la version multijoueur n'est pas au rendez-vous. Uru Live, la version multijoueur, alors encore dans sa phase bêta, est annulée et ferme ses serveurs le 8 février 2004 à minuit. Un mois plus tard, Cyan propose aux joueurs le contenu qui devait être ajouté à la version en ligne sous la forme d'une extension téléchargeable gratuitement pour le jeu solo, sous le nom To Danae. Une seconde extension, payante cette fois, intitulée The Path of the Shell, sortira 2 mois plus tard et les 2 extensions seront comprises encore un peu plus tard dans l'édition Uru Complete Chronicles. Cependant, l'histoire d'Uru Live n'est pas finie, et en août 2004 apparaît sur internet Until Uru, une version d'Uru dont les serveurs sont financés par les fans. Il n'y a pas de nouveau contenu, mais il permet aux membres de la communauté de se retrouver en ligne pour passer du temps ensemble. En 2006, Cyan s'associe à l'éditeur GameTap pour essayer de relancer une vraie version d'Uru en ligne en misant sur le noyau dur des fans de la franchise. Cette nouvelle tentative se nomme Myst Online Uru Live et sort en février 2007 avec du nouveau contenu ajouté au fil des mois.
Malheureusement, c'est un nouvel échec et le jeu ferme, faute de joueurs, un an plus tard. Encore plus tard, Cyan, dont le personnel est alors très réduit, récupère les droits du jeu et travaille sur une nouvelle version intitulée Myst Online Restoration Experiment. L'idée est de financer des serveurs sans proposer de nouveaux contenus et, à la place, de permettre aux joueurs de créer et d'ajouter au jeu leurs propres âges une fois ceci approuvé par Cyan. Finalement, Cyan rend le code du jeu open source et, en 2010, le ressort gratuitement en ligne sous le nom Myst Online Uru Live Again. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Je parle, mais je n'ai pas encore parlé du jeu solo, alors allons-y. Vous commencez le jeu dans un désert du Nouveau-Mexique, à proximité de la faille dans laquelle Atrus a grandi. Vous ne savez pas ce qui vous a poussé à venir ici, mais le propriétaire des lieux qui écoute le dernier Peter Gabriel vous apprend que vous n'êtes pas le premier ou la première. En explorant la faille, vous trouverez un enregistrement de Yisha qui a bien grandi car elle a aujourd'hui dans les 180 ans et a adopté une dégaine de punk à chien New Age dont le discours très cryptique fait référence à une prophétie, un architecte et au barreau. Elle semble aussi pouvoir transgresser toutes les règles d'année concernant l'écriture, mais ça vous le verrez un peu plus tard. Après une petite énigme, vous mettrez la main sur un livre menant au Relto, votre âge personnel qui va devenir votre quartier général. De là-bas, vous aurez accès à 4 âges, et votre but sera de trouver dans chacun de ces mondes 7 étoffes marquées d'une main comme celle-ci. Je l'ai dit tout à l'heure, ce jeu a été accueilli froidement à sa sortie, et je dois dire que j'ai été moi aussi très déçu par ce qu'il proposait. Le jeu a pas mal de défauts qui sont tous plus ou moins liés au fait qu'il n'était pas censé être un jeu en solo. Ainsi, surtout dans les extensions, on arpente d'immenses décors dépouillés et vides avec des nombreuses zones inutiles et des chemins ne menant nulle part. Et comme le but du jeu est de chercher ces étoffes qui font également office de checkpoint, on passe le plus clair de son temps à raser les murs dans des décors vastes et vides pour ne pas en louper une. Il y a bien sûr également des énigmes, mais elles permettent en général juste de débloquer une nouvelle zone où chercher les étoffes. Le jeu de base comporte 5 âges que je vais vous présenter rapidement car c'est quand même tout l'intérêt d'un nouveau Myst. Il y a d'abord Garrison, une forteresse militaire en rotation sur elle-même assez ennuyeuse dans une jungle aux allures jurassiques. Dans cet âge, vous récupérez un key, un petit instrument qui vous permettra entre autres de prendre des photos et d'ouvrir des portes. Nous avons ensuite Teledan, un monde marécageux sur un planétoïde où les journées ne durent qu'une minute. Il est notamment peuplé de champignons géants, ce qui me pousse à croire un peu plus que l'île mystérieuse ne doit pas être la seule inspiration vernienne de la série. Nous avons ensuite 2 âges intimement liés, le volcanique Eder Djira et le plus paisible Eder Kemo, un âge jardin qui bénéficie d'assez jolis graphismes. Et le dernier est mon préféré, Kadish Toleza, dont les arbres sont si grands qu'ils font office de véritables murailles infranchissables entre lesquelles il ne reste que quelques ruines. Visuellement, c'est de loin le plus intéressant du jeu. C'est en réalité un âge coffre-fort bâti par Kadish, un personnage assez important de l'univers de Myst. Et il y a donc également votre âge personnel, le Relto, une île flottante assez austère que vous pourrez un peu personnaliser durant le jeu, avec par exemple cet agréable bassin, ces cochonneries de rondins dans lesquelles on se prend les pieds en permanence, ou bien encore ce jukebox de musique anxiogène. Voilà, trop sympa. C'est aussi là où se trouve votre bibliothèque avec vos livres de liaison et votre garde-robe pour changer d'apparence. Car comme je le disais tout à l'heure, vous pourrez cette fois-ci personnaliser un avatar. Mais vous ne profiterez pas bien longtemps de son style, car le plus gros problème de ce jeu est la maniabilité désastreuse à la 3e personne. Là par exemple, je ne fais pas exprès d'être ridicule, j'essaie réellement d'aller droit. Du coup, on utilise presque exclusivement la vue subjective bien plus pratique. Concernant la difficulté, certaines énigmes sont vraiment fourbes ou tirées par les cheveux, et je n'ai aucune honte à dire que pour celui-là, j'ai triché comme un sagouin. Et on en revient à ce problème de grandeur, certaines énigmes ne sont en soi pas difficiles, mais les indices qui permettent de les résoudre sont tellement éloignés que l'on a parfois du mal à faire un lien entre les deux. À cela, il faut ajouter que l'on manque cruellement d'explications. Bien sûr, on n'avait pas beaucoup de contexte dans les autres jeux, mais ici où il y a plus de choses techniques à saisir, ça fait fortement défaut. Isha intervient bien régulièrement pour donner des informations, mais son discours est tellement énigmatique que je pense que beaucoup de joueurs n'y ont rien compris. Même moi, à la fin du jeu, je n'étais pas sûr de ce que j'avais accompli et quel était l'enjeu de tout ça. Et pourtant, je suis pas totalement étranger à cet univers. To Dunny, la première extension, vous invite à enfin visiter par vous-même la caverne et les ruines de la cité d'Année. Quand vous y arrivez, le CRD semble avoir déserté les lieux, et il vous faudra essayer de comprendre pourquoi. Cette extension tourne autour d'une seule longue quête centrée sur le Grand Zéro, cette espèce de gros bazar qui est un système de localisation dans la caverne. On retrouve les mêmes problèmes que dans le jeu principal, et on se rend encore plus compte que cet environnement n'a pas été réfléchi pour une exploration en solitaire.
Une grande partie de votre mission sera de trouver des marqueurs, comme les étoffes, mais cette fois-ci il faudra vraiment une patience infinie, même selon les standards de la série. Car ce sont 20 marqueurs invisibles qui ne se manifestent que quand vous êtes à côté qu'il faudra trouver. Il faut donc marcher absolument de partout dans des environnements déserts pour espérer tomber dessus par chance. C'est interminable et les décors étant assez ternes, très peu amusants à faire. The Path of the Shell, la deuxième extension, propose de visiter 2 nouveaux âges et de résoudre la quête du sanctuaire de l'Observateur, un ancien prophète damné. Ces 2 âges sont les suivants. Il y a d'abord Erkana, un monde désertique avec une sorte d'usine dont le but précis m'échappe un peu, et il y a Annonay, ville de 16 000 habitants située à la pointe nord du département ardéchois entre Haut-Vivarais et Mont-du-Pilat. Bénéficiant d'un climat agréable durant les mois d'été, cette bourgade a vu naître les frères Montgolfier, inventeurs de la montgolfière, Marc Seguin, ingénieur et inventeur qui a eu un rôle déterminant dans l'évolution des ponts suspendus et des locomotives à vapeur, et Davy Mourier. Lambert Wallace! Lambert Wallace! Utilise mon surnom! Karaté Boy! À moins plutôt que ce ne soit cet âge absolument interminable et incompréhensible à la Truman Show ou à la Dark City, c'est comme vous voulez. Mais je vais pas en parler sinon ça va m'énerver. Cette extension possède tous les défauts cités plus tôt, avec en plus une sérieuse dose de troll de la part des développeurs. Jugez par vous-même. À Erkana, pour pouvoir poursuivre votre chemin, vous allez devoir régler correctement ces machines. Et une fois que c'est fait, attendre qu'il se passe quelque chose. Attendre. Pendant 13 minutes. Sans rien faire. Juste à regarder ça. Et à part le tic-tac, rien ne vous indique que vous êtes sur la bonne voie. Tout ça pour activer une machine qui se réinitialisera si vous vous trompez de levier comme ce gros idiot qui vient de la refermer sans faire attention. Non, c'est pas la peine d'essayer de l'ouvrir comme ça, il faut retourner attendre les 13 minutes. Bon, déjà ça c'est pas mal, mais ensuite, après une série de choses que je pense impossibles à trouver sans solution, il vous faut attendre dans cette caverne qu'il se passe quelque chose pendant 12 minutes. Et ce n'est pas fini, parce que maintenant que vous avez tous les indices, vous savez comment résoudre l'énigme finale. Et la résolution de l'énigme finale consiste à rester immobile au même endroit pendant 14 minutes de plus. Je veux bien que les joueurs de Myst soient patients, mais il faut pas pousser non plus. Enfin bref, Uru est une œuvre déroutante. Sur le papier, c'était un projet passionnant, mais je ne le conseillerais qu'aux explorers les plus téméraires qui auront déjà tout vu de la série principale. De tous les opus de la franchise, c'est le seul que j'ai abandonné en cours de route pendant plusieurs mois avant de m'y remettre, avec la solution à portée de main. Il est réellement difficile et le rythme peu prenant de l'aventure découragera de nombreux joueurs. Pourtant, Uru a une saveur particulière qui lui est propre. Le terrain de jeu est immense et l'univers qu'il contient énorme. Il nous fait contempler le formidable gâchis de tant d'imagination. Étrangement, Uru devait proposer aux joueurs de visiter un royaume peuplé aujourd'hui en ruine, mais il est lui-même devenu un espace dépeuplé et vide, le fruit d'un travail acharné dont presque plus personne ne profite aujourd'hui. On ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle et on explore autant l'univers du jeu que ce que le jeu lui-même aurait pu être. Pour les simples curieux qui voudront juste jeter un coup d'œil sans s'investir, Uru le permettra quand même de découvrir de leurs propres yeux les lieux mentionnés dans les romans. La faille, bien sûr, avec ses petites fleurs bleues, mais surtout quelques quartiers de la cité souterraine. Cette vision peut aussi vous décevoir si elle diffère trop de celle que vous étiez faite lors de vos lectures. La cité apparaît ainsi bien plus futuriste que ce que les romans m'avaient laissé penser, mais loin de me décevoir, cette nouvelle vision m'ouvre d'autres perspectives. Et voici donc la dernière étape de ce voyage et de cette vidéo bien trop longue. Le 5e opus de la série Myst, Myst 5 Hand of Edges, est sorti en septembre 2005 à l'occasion du 12e anniversaire de la série. Car oui, coup de vieux supplémentaire en perspective, la série est arrêtée depuis plus longtemps qu'elle n'a été active. Pour cet ultime épisode, c'est Cyan qui reprend les rênes et qui annonce dès le départ du projet qu'il clôturera la saga. Pour le situer par rapport au développement d'Uru, nous sommes alors juste après le premier arrêt prématuré d'Uru Live et avant le lancement d'Until Uru. L'équipe de développement comporte une quarantaine de personnes, mais la santé financière du studio n'est pas au beau fixe. Le budget du jeu est minimal, la durée de développement réduite à 1 an, et l'entreprise licenciera même pendant quelques semaines la quasi-totalité de son équipe, juste avant la sortie du jeu, car à cause de l'échec d'Uru, ils ne parviennent pas à trouver les financements pour leur jeu suivant. C'est bien la loose. Pour la première fois dans la série principale, le jeu est en 3D temps réel, comme Uru, mais heureusement avec de bien plus jolis graphismes. D'après Rand Miller, les graphismes en temps réel étaient alors devenus suffisamment réalistes pour permettre une immersion totale dans le jeu, d'autant que l'on peut se déplacer librement dans les âges. Il est également possible de jouer avec des écrans fixes comme dans les 2 premiers jeux, ou avec une vue à 360 comme dans les 2 suivants.
Les déplacements écran par écran ne sont pas très pratiques, et si j'ai utilisé ce mode pour les images que vous voyez, c'est car le déplacement libre faisait un peu bugger ma capture. Autre différence avec les deux jeux précédents, vu qu'il fait suite à Myst 4 et à Uru, il se déroule de nos jours, c'est-à-dire en 2005, année de la sortie du jeu. D'ailleurs, il est admis dans la communauté que le personnage que vous incarnez dans Myst 5 est en réalité le docteur Watson d'Uru, et non l'étranger, le surnom donné par les fans au personnage que vous jouez dans les 4 premiers jeux, même si, à la base, pour les frères Miller, vous y incarnez votre propre rôle. C'est pourquoi, pour certains joueurs, Myst 5 est plus une nouvelle extension d'Uru qu'un vrai jeu Myst. D'autant que la plupart des âges de ce jeu avaient été conçus pour Uru, et que si Cyan a produit Myst 5, c'est peut-être moins pour clore la saga que pour ne pas perdre totalement les années passées à travailler sur Uru. Et du coup, que lui arrive-t-il à ce bon Dr Watson? Le jeu débute par une lettre d'Atrus, qui est aujourd'hui bien vieux et à qui il ne reste plus que sa fille. Ses fils sont morts dans Myst 4, et Catherine, qui n'avait pas de sang d'Annie, est décédée peu après de mort naturelle. Atrus écrit à propos d'un fardeau qu'il a transmis à Isha, un sombre secret sur lequel a été basée la civilisation d'Année. En effet, Myst 5 lève encore un peu plus le voile sur la face obscure de ce peuple, et révèle qu'ils ont utilisé pendant des milliers d'années une race mystérieuse comme esclave, les Barreaux. Le jeu commence dans les ruines de Kavir, où Isha nous dit qu'on doit essayer d'accomplir la quête avec un grand Q qu'elle a elle-même échoué. Pour cela, il faut visiter 4 âges afin de libérer la tablette qui contrôle les Barreaux, et ainsi décider du futur des damnés. Durant l'aventure, nous croisons également souvent Escher, un des survivants d'Année, et comme d'habitude, le jeu comporte plusieurs fins selon vos décisions, et certaines contiennent une petite surprise que je ne dévoilerai pas. Les critiques de ce dernier épisode sont globalement bonnes, et le moteur 3D du jeu hérité de Realmist est salué par la presse. Cependant, le jeu a été reçu plus froidement par les admirateurs de la série qui lui reprochent 2 points principaux. Déjà, forcément, ce ne sont plus des graphismes précalculés, et le jeu est moins beau que les épisodes précédents. Encore que je trouve qu'il s'en sort plutôt bien, et notamment l'âge de Noloben est très joli. Mais oui, pour la première fois dans la série, personne ne dit que c'est le plus beau jeu du monde. Le deuxième point reproché par les fans de la première heure est la trop grande facilité du jeu. Un niveau de difficulté volontairement bas, car Cyan voulait casser l'image de jeu impossible qui collait à la série pour conquérir de nouveaux joueurs. Pour être franc, à plusieurs moments j'ai bien tourné en rond pour avancer, mais c'est vrai que c'est sans doute le jeu le plus facile depuis le Myst original. Et ce qui me dérange un peu plus, c'est plutôt sa courte durée de vie. Il y a bien 7 âges jouables, mais ils sont tous assez petits et ne comportent en général qu'une seule grosse énigme. Tout ça pour dire que ce 5e opus n'arrive pas à se hisser au niveau des jeux précédents, et cette série mythique se conclut en demi-teinte. Même si je n'avais pas été totalement emballé à l'époque, le jeu, surtout maintenant qu'il est moins cher, mérite qu'on lui donne sa chance. Pour moi, c'est une très bonne cuvée de nouveaux âges et l'ambiance est agréable, on retrouve un peu les sensations des premiers jeux. Je dois dire aussi que j'avais été plutôt impressionné par les personnages en motion capture, même si oui, cette technologie a beaucoup moins de charme que le tournage à l'ancienne. Le personnage d'Escher en particulier est très bien animé et très bien doublé en français par Patrice Mélenec. Pour ces scènes, un dispositif avait été mis au point pour filmer spécifiquement les mouvements du visage des acteurs, ce qui explique que cette partie de leur corps est beaucoup plus détaillée que le reste. Isha est également convaincante, mais une fois que l'on remarque qu'elle a un peu le même visage que Dustin Hoffman, c'est impossible de se sortir ça de la tête. Le jeu innove aussi un peu dans ses mécaniques avec l'ajout d'une ardoise qui permet, grâce à des symboles à reproduire, de donner des ordres aux barreaux afin qu'ils influent sur l'environnement des âges. Et en parlant d'âge, finissons par une petite visite express des nouveaux mondes que nous propose ce Myst 5. Le premier nouvel âge que nous rencontrons est Direbo, un âge jardin très petit qui permet d'accéder aux 4 autres mondes. Un âge très zen, tout bleuté avec petits ponts de bois et, encore une fois, champignons géants. Les âges suivants peuvent être débloqués dès le début du jeu, mais cette fois-ci ils sont numérotés, alors nous allons les prendre dans l'ordre. Tagira est un âge carcéral arctique que les damnés réservaient aux auteurs des crimes les plus graves. Un âge qui fait un peu office de tutoriel pour apprendre à utiliser la tablette et qui demande de résoudre un système de pompe relié à une source thermale. Malheureusement, chez moi en tout cas, ce monde est assez buggé et j'ai même réussi à me softlock dedans, ce qui m'a obligé à recommencer le jeu, ce qui est moyennement plaisant. Taudelmer est un âge très réussi qui ne ressemble à aucun autre. Destiné à l'observation spatiale, ce monde qui tire complètement sur la science-fiction se situe sur la lune d'une planète géante. Elle possède de gigantesques piliers de pierre sur lesquels sont installés des télescopes. Un environnement vraiment dépaysant dans lequel j'aurais bien passé plus de temps. Un autre âge dans lequel j'aurais aimé passer plus de temps est Noloben, l'âge d'Escher, qui est pour moi le plus beau du jeu, avec ses grandes plages où la mer est un miroir et son plateau rocheux couvert de hautes herbes ondoyantes. C'est une île très apaisante, sereine et chaleureuse. Dommage qu'elle n'ait pas été plus exploitée dans le scénario, d'autant qu'il s'agirait peut-être de l'âge d'origine des barreaux. Le dernier est l'Akihan, un archipel tropical que les damnés utilisaient pour organiser dans une arène des combats à mort abjects entre des autochtones et des monstres marins. Un niveau graphiquement moins beau que les autres qui révèle encore un peu plus que les damnés n'avaient vraiment pas de race. Un âge qui, comme beaucoup d'autres lieux de ce 5e jeu, était en fait prévu pour Uru Live. Voilà donc pour les âges de Myst 5, voilà pour la série Myst, et voilà pour cette vidéo.
conclusion, que reste-t-il aujourd'hui de Myst? Bon, on va pas se mentir, en 2020, c'est un peu calme. Mais non! Mais la communauté n'est pas morte, et il reste encore des fans discrets mais passionnés qui continuent à explorer l'univers des damnés, qui disent « Waouh, on dirait Myst » dès qu'ils voient des passerelles en bois, des ruines brumeuses, des architectures étranges ou juste des formes bizarres, et qui sursautent quand ils voient le logo de Path of Exile parce qu'il ressemble quand même beaucoup au logo de Myst 3. Et la série n'est pas totalement éteinte. Déjà, même s'il n'y a plus de nouveaux contenus, Uru Live existe toujours dans une version officielle et gratuite appelée Myst Online Uru Live Again, ou Moula pour les intimes. J'y suis allé pour la première fois en préparant cette vidéo histoire de ne pas mourir idiot, et bon, c'est un peu désert, c'est vrai, mais les joueurs organisent encore régulièrement des événements pour se retrouver. Mais oui, en dehors de ça, on a un peu l'impression de jouer à la version solo, même s'il y a quelques nouveaux endroits qui n'y étaient pas. Pendant ma première session de jeu, nous n'étions que 3 sur le serveur, donc c'est quand même pas beaucoup. Ma seule interaction sociale au bout d'1 heure a été celle-ci. Bon, là c'était quand même pas de bol car les explorateurs organisent tous les jours de petits événements via des groupes Discord dédiés. Et ainsi, quelques jours plus tard, à Treasure Cay, je me suis posé dans le jardin d'eau de Bévin avec une dizaine d'autres joueurs fort aimables pour discuter et écouter de la musique relaxante, ce qui est plutôt chouette. Aller sur Uru Live aujourd'hui me fait surtout regretter de ne pas avoir participé à la phase bêta du jeu qui devait être très prenante, presque plus une expérience sociale qu'un jeu en ligne. Mais Uru est un univers de fiction qui reste assez difficile à appréhender pour un néophyte et on s'y perd vite. Surtout que certains joueurs très investis se sont créés des personnages si développés qu'il est difficile de faire la différence entre les personnages interprétés par Cyan et ceux interprétés par les joueurs. Il y a même des personnages d'explorateurs joués par des personnes ordinaires qui ont été intégrés à l'histoire du jeu et se sont vus accorder un vrai rôle dans le scénario. Un scénario par ailleurs très riche avec par exemple la mort de personnages importants, de grands événements, etc. Et tout ce roleplay se poursuivait ensuite sur des blogs et des forums où les joueurs s'organisaient parfois en guildes pour aller plus loin, chacun s'appropriant un peu à sa façon l'univers du jeu. Une partie de cette communauté se retrouve en vrai tous les premiers week-ends d'août depuis 20 ans à l'occasion d'une convention destinée aux fans de Myst qui rassemble en moyenne une centaine de personnes. Si vous ne pouvez pas traverser l'Atlantique spécialement pour y assister, ce qui se comprend un peu, vous pouvez toujours regarder la centaine de vidéos disponibles sur la chaîne officielle YouTube de la convention pour découvrir les conférences, tables rondes et présentations des éditions précédentes. Depuis quelques années, Myst existe aussi sous la forme d'un jeu de rôle papier intitulé Unwritten, que je n'ai malheureusement pas encore pu tester. Et si aucun nouveau jeu Myst est prévu, Cyan continue de produire des jeux dans la même veine, comme Obduction en 2016, et travaille en ce moment sur Firmament, leur prochain jeu. En 2018, un financement participatif qui a eu un énorme succès a également permis la sortie d'une édition spéciale de l'entièreté de la série Myst pour son 25e anniversaire. Et s'il fallait une preuve de plus de l'immense impact de la série sur l'industrie du jeu vidéo et de l'art numérique, nous pouvons aussi mentionner que depuis 2013, le premier Myst fait partie de la collection permanente du Musée d'Art Moderne de New York, juste à côté de Neverworld d'Eric Chahi. Et puis, il y a aussi des projets en pause depuis longtemps et pour une durée très indéterminée. Pour commencer, il y a le 4e tome de la série de romans, le livre de Marim. Il devait se dérouler entre Riven et Exil et en révéler plus sur Relishan. Et nous sommes sans nouvelles de lui depuis 2005. Il n'a jamais été officiellement annulé, mais bon, on va pas se mentir, les chances de le lire un jour sont quand même plutôt faibles. Et surtout, depuis 25 ans, on entend régulièrement parler d'une adaptation au cinéma ou à la télévision de l'univers de Myst, sans qu'aucun projet ne se concrétise, alors que le potentiel est immense. Je vois pas beaucoup d'autres univers de fiction issus du jeu vidéo qui pourraient se prêter autant à une adaptation. Juste après la sortie du premier jeu, des studios avaient contacté les frères Miller pour acheter les droits du premier roman qui n'était alors même pas achevé. Mais Rand et Robin sont méfiants et ils ne cèdent pas les droits de peur que leur œuvre leur échappe. En 2002, la chaîne Sci-Fi annonce une mini-série de 4 heures adaptée de Myst, produite par Mandalay Television, mais le scénario ne convainc pas Cyan qui préféra accorder un peu plus tard les droits de la série à 2 fans de Myst, que l'on surnommait les Mysteriacs, pour $1 symbolique. Les 2 jeunes hommes avaient une petite expérience dans les tournages indépendants et ont tenté pendant des années de mettre sur pied une adaptation du livre de Tiana. Je me souviens qu'à cette époque, à la fin des années 2000, j'allais religieusement toutes les semaines sur le blog de production du film pour me tenir informé des derniers avancements. En 2010, il s'associe avec Rose Rocks Film et Grande Vieille Productions, mais malheureusement le projet s'achève d'une façon peu heureuse. En 2014, Cyan signe avec Legendary Television pour une série télévisée transmédia et quelques mois plus tard, on peut lire dans la presse qu'elle sera diffusée sur Hulu.
Elle devait être produite par Matt Tolmach, le producteur du Spider-Man de 2012, et écrit par Evan Dougherty, qui venait alors de signer le scénario du premier Divergent. Mais ce scénario, encore une fois, n'a pas dû convaincre, car rapidement nous n'avons plus de nouvelles de ce projet. En 2019, c'est Village Roadshow qui achète les droits pour adapter Myst en film, et alors qu'on n'avait pas eu de nouvelles pendant des mois et des mois, on a appris très récemment qu'Ashley Miller, un des scénaristes de X-Men First Class, avait été attaché au projet. Donc bon, on peut rêver. Est-ce que quelqu'un filme? Dans les premières années de la série, on entendait également beaucoup parler d'une adaptation de Myst au cinéma par les studios Disney. En préparant cette vidéo, j'ai encore trouvé plusieurs fois mention de cette rumeur sans trouver aucune source fiable qui en faisait état. Peut-être qu'elle vient en réalité d'une confusion avec un autre projet d'adaptation complètement fou mais bien réel. Car quand le phénomène Myst était à son plus fort, il a très sérieusement été envisagé de recréer l'île du premier jeu à Disney World. Non, ce n'est pas une blague. Il se serait agi d'une attraction très spéciale destinée à seulement quelques visiteurs à la fois sur Discovery Island, une île isolée du parc qui était alors peu utilisée. Les joueurs y auraient été amenés en bateau et seraient restés seuls plusieurs heures sur l'île pour résoudre des énigmes. Une sorte de méga escape game avant l'heure. Le projet ne s'est pas fait, mais Disney, vu la popularité de Myst dans les années 90, en avait très envie. Et ce serait même pour essayer de se mettre les Miller dans la poche que la maison d'édition Hyperion, qui appartenait à Disney, leur a proposé un juteux contrat pour une série de romans. Enfin bref, toute cette vidéo pour vous dire que si vous aimez les mondes mystérieux, les récits d'exploration et les univers riches en mythologie, il y a des chances que vous aimiez beaucoup celui de Myst. Et si vous ne le connaissez pas, j'espère que cette vidéo décousue vous a donné envie d'y jeter un coup d'œil. Bien sûr, nous n'avons fait qu'effleurer le très riche lore de la série, la pointe émergée d'un iceberg d'un vaste univers, et il vous reste encore énormément à découvrir par vous-même sur l'histoire de Danny, sur son histoire, sa géographie, sa langue, son organisation politique, sur les règles de l'écriture, etc., etc. Par exemple, vous saviez que les femmes damnées ne sont fertiles que 30 heures tous les 72 jours? Bon, alors c'est peut-être pas le meilleur exemple d'information passionnante, mais c'est histoire de dire que c'est quand même un univers assez complet. Maintenant, si vous le souhaitez, c'est à vous de voyager dans les mondes de Myst, et qui sait, peut-être que la fin n'a pas encore été... Ah si, pardon, la fin est écrite. Bon ben, ciao alors.